Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et oui, c'est le retour des vraies voix de l'été jusqu'à 19h sur Sud Radio. On vous accompagne, peut-être faites-vous partie de ces milliers, dizaines ou centaines de milliers de Français qui sont sur la route dès ce soir pour ce grand week-end de chassé-croisé entre Haussiens. Alors soyez prudents sur la route. Si vous nous écoutez, on va essayer de vous accompagner, on va essayer de vous rendre la route plus agréable, mais n'oubliez pas de regarder devant vous, c'est important, et de respecter les consignes de sécurité. Au programme des vraies voix, on reparlera justement de la route avec ce week-end important. Et on va parler de la voiture. Est-ce qu'elle est en train de devenir un objet réservé aux riches ? On parle pas seulement du péage, on parle pas seulement du carburant, mais aussi du coût, du prix de ce moyen de locomotion pourtant si important pour de nombreux auditeurs de Sud Radio. On va en reparler à 18h30. Avant ça, sachez-le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a marché sur un râteau cet après-midi, un râteau du nom du Conseil d'État qui suspend le décret de dissolution du mouvement écologiste, les soulèvements de la Terre, en disant qu'il n'y avait pas de preuve à ce stade, en tout cas, que les soulèvements de la Terre appelaient à la violence. Il y aura un jugement sur le fond plus tard, à l'automne, annonce le Conseil d'État. Quoi qu'il en soit, est-ce que pour vous, cette suspension de la dissolution des soulèvements de la Terre, c'est une bonne nouvelle ou non ? Vous votez sur Twitter et vous nous appelez 0826 300 300, que vous soyez écologiste ou pas d'ailleurs. Tout le monde a la parole. On sera avec nos vraies voix. Je vous les présente ce soir. Nous sommes avec Rust. Bonsoir à vous. Wow. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes artiste, réalisateur et fondateur de Banlieue Active, au pluriel, Banlieue Active 06. Pourquoi 06 ? Je sais pas qui a rajouté le 06. Normalement, non, il n'y a pas de 06. C'est moi qui ai lu au niveau le 06, national. Pardonnez-moi. Mais Banlieue Active tout court, c'est déjà pas mal. Mais au pluriel, c'est important, il y en a beaucoup. Absolument. Nous sommes également avec Bernard Cohen-Haddad. Bonjour à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à vous, exactement, chef d'entreprise. Vous êtes par ailleurs président du think tank Étienne Marcel. Et puis Nadir Kaya est avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, d'ailleurs c'est selon, on verra. Président de l'association Banlieue Plus, la banlieue qui est à l'honneur ce soir. Banlieue Plus et nos quartiers. Exactement, Banlieue Plus et nos quartiers. Mais la banlieue et les quartiers du coup, qui sont aussi à l'honneur ce soir dans les vraies voix. Je vous propose qu'on accueille à distance notre vraie voix du soir. Chaque soir, on donne la parole à quelqu'un qui nous écoute et qui nous appelle au 0826 300 300. C'est Frédéric depuis Arcachon. Comment ça va Frédéric ? Bon, ça va très bien avec un temps magnifique, oui. avec une petite brise de sud-ouest, mais le temps est très agréable. Et vous avez réussi en plus à avoir. Et vous avez de l'air en plus. Oui, on a une petite brise du sud-ouest qui est agréable, ravissante. Ouais, béni soyez-vous, sachez-le. Ah oui, là, on est gâtés. Exactement. Il fait beau sur le bassin d'Arcachon. Vous êtes en vacances, mais chez vous, parce que vous êtes toute l'année au bassin d'Arcachon. Ah oui, moi j'y suis toute l'année. Bon, en un mot. Toute l'année. En un mot. Oui, en un mot, mon cher Frédéric, parce qu'on va en redébattre dans 25 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, justement, la suspension de la dissolution des soulèvements de la Terre ? Bonne nouvelle ou pas pour vous ? Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est tergiversation au sein du gouvernement. C'est pas le gouvernement là qui tergiverse. Hein. Oui, mais c'est le Conseil. Vous savez, on en revient. Vous avez un ministre qui prend une décision, vous avez un autre qui l'a fait annuler. Là, c'est pas sérieux. Non, eh ben, écoutez, on va en reparler. C'est quand même des mouvements subversifs et je pense qu'il faut... Bon, c'est pas sérieux. C'est vrai, chacun fait son métier, mais Darmanin avait prévu ça, je pense qu'il avait raison. Hein, Eh bien, on va redébattre avec vous. Restez avec nous, mon cher Frédéric. 0826 300 300. Vous nous écoutez aussi. Vous avez tous la parole, les écologistes, les membres des soulèvements de la Terre, pourquoi pas, mais aussi les agriculteurs, un certain nombre d'organisations d'agriculteurs. Je ne parle pas de la Confédération paysanne qui les soutenait, mais les autres, notamment la coordination rurale, sont furieuses de cette suspension. On sera avec la présidente de la coordination rurale dans 25 minutes et on va en débattre avec nos vraies voix. Je le disais, voilà pour le programme, mais tout de suite place aux 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Parce que chaque soir, on sélectionne aussi pour vous plusieurs mots qui résonnent dans l'actualité et qui pourraient vous faire débattre. D'abord, il y a le terme boycott. C'est le boycott des députés Renaissance de la majorité qui ne s'adresseront pas au journal du dimanche, nouvelle version. On va en parler dans un instant aussi avec Nadir Kaya. Autre mot important, c'est le terme faux départ. Sachez-le, on parle des départs en vacances pour certains, ceux qui ont attendu la deuxième moitié d'août. Eh bien, près de la moitié des Français ne partent toujours pas en vacances et il faut aussi en parler. Et puis, on va parler du terme médecin. C'est une agression absolument révoltante. On parlait hier des arrêts de maladie. Est-ce que des médecins accordent trop facilement des arrêts de maladie ? Eh bien, l'un d'entre eux a refusé d'en accorder un à un de ses patients qui l'a tabassé. Ce médecin a 80 ans. Il est dans un triste état et il faut aussi qu'on parle du respect des médecins. Les vraies voix Sud Radio.
Mais avant ça, revenons sur ce terme boycott, puisque les députés Renaissance se sont vus demander par leur groupe de ne pas répondre aux questions du journal du dimanche. Je parle le journal du dimanche, nouvelle version, dirigé par Geoffroy Lejeune, accusé par beaucoup d'être d'extrême droite et accusé aussi par les anciens journalistes du journal du dimanche d'avoir droitisé la ligne. Est-ce qu'ils ont raison, ces députés de la majorité, pour Nos Vraies Voix, de boycotter le journal du dimanche? Bernard Cohen-Haddad. Moi, je ne suis pas favorable au boycott dans la mesure où il s'agit d'une entreprise de presse, d'un patron et non pas de l'État. Le capital est ce qu'il est, l'orientation politique est ce qu'elle est. Et c'est important qu'on ait cette diversité d'idées. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit aussi de laisser les gens s'exprimer. Et moi, je suis pour la liberté d'expression, et y compris à travers le journal du dimanche. On verra la nouvelle formule. Une ministre de la République s'est exprimée il n'y a pas si longtemps. Sabrina Agresti-Roubache, d'ailleurs, voilà. Elle se l'est vue reprocher par beaucoup de ses députés. Oui, mais c'était peut-être bien qu'elle s'exprime aussi, une façon de montrer qu'elle n'est pas sectaire, et ça fait partie aussi du débat d'idées. Je crois qu'on a besoin de débattre ensemble, y compris quand on n'est pas d'accord. Rost, il faut parler à tout le monde ou pas? C'est une grande question qui date pas d'aujourd'hui. À l'époque, il était aussi question du cordon sanitaire avec le Front National, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, je suis étonné que ça soit les députés de la majorité qui prennent cette décision, parce que dans l'absolu, il y a quand même eu des choses, moi, qui m'ont révolté de leur part. Donc, les entendre là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une partie des députés qui avaient demandé à ce que soit voté, ou alors qu'il y ait un décret qui soit pris, de manière à ce que les journaux, au sein des journaux, lorsque un rédacteur en chef est nommé, que l'ensemble de la rédaction puisse voter pour valider ou pas. Voilà, c'était une des demandes des grévistes du journal du dimanche, qui sont massivement en train de partir puisque la direction a changé, et donc ils s'attendent à avoir un changement massif de la ligne éditoriale. Nadir Kaya, je vous donnerai la parole sur ce sujet un peu plus dans quelques minutes, parce que vous voulez l'approfondir. Est-ce qu'il y a des journaux de gauche, est-ce qu'il y a des journaux de droite, est-ce qu'il faut persévérer dans ce sens-là? Mais avant ça, Frédéric d'Arcachon, toujours avec nous. Oui ou non, il faut répondre au journal du dimanche? Oh, mais écoutez, moi je suis de l'avis de M. Cohen-Haddad. Il faut laisser une liberté d'expression. C'est quand même. Enfin, je ne vois pas que les députés ont autre chose à faire que d'aller refuser des interviews. Enfin, moi, je trouve ça assez. C'est à la fois lamentable et puéril. Honnêtement, c'est qu'on laisse les gens s'exprimer quand même. On laisse bien les partis d'extrême gauche s'exprimer. Bon, quand même. Bon, là, ils n'ont pas fait de mal quand même. Le journal du dimanche, faut quand même pas exagérer. Il y a des gens qui ont cet avis-là. Bon, qu'on laisse les gens s'exprimer. Un journal ne fait pas de mal. Mais en tout cas, le message est passé, mon cher Frédéric. Je continue avec cet autre mot, le terme faux départ. Je le disais, beaucoup de Français rentrent de vacances ce soir, d'autres repartent ou partent tout court en vacances, et la moitié d'entre eux ne partent pas du tout. Et on n'en parle jamais des Français qui partent pas en vacances. Nadir Kaya. Oh, je pense que si. Les médias nous rappellent souvent que malheureusement, certains Français n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et je crois que dernièrement, ça avait été évoqué sur le fait que le nombre a encore augmenté. De plus en plus de Français n'arrivent pas à partir en vacances, pas simplement en période estivale, juillet-août, mais tout au long de l'année. On sait que la France est de plus en plus riche, paradoxalement, mais certains Français sont, eux, de plus en plus pauvres, et ça, nous, on le voit à travers les maraudes, à travers les discussions, avec les réseaux sociaux aussi, qui reflètent aussi une certaine société et une certaine réalité. Ça, c'est aussi une forme de violence qu'il faut savoir combattre, et moi, j'aimerais que le gouvernement et d'autres s'attardent plutôt à ce type de vrais sujets que d'imposer à des députés d'aller boycotter un journal. Vous le redirez dans un instant. Mais on sent que vous trépignez. Voilà. En tout cas, on sent que vous trépignez. Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais moi, je suis pas parti en vacances jusqu'à un âge avancé d'adolescence, et après, quand j'ai dû travailler, faire des remboursements de mon entreprise, donc je sais ce que c'est, je l'ai vécu. J'ai vécu aussi cette discrimination de ne pas avoir à raconter le mois d'août ou le mois de juillet, je sais ce que c'est. Quand les autres viennent Quand les autres, y compris aller au ski, quand on n'avait pas les moyens d'aller au ski, quand j'étais plus jeune, c'était un budget. Donc je sais ce que c'est, je comprends. Et bravo aux associations dans les quartiers, bravo aussi aux entreprises qui aident leurs collaborateurs, bravo à tout ce qui est fait dans un certain nombre de municipalités pour accompagner et faire de l'activité sur place pour ceux qui restent ici. Exactement. Je termine par ce terme, le terme médecin. On débattait hier sur Sud Radio dans Les Vraies Voix des médecins. Est-ce que les médecins délivrent trop d'arrêts de maladie ou parfois trop facilement? Alors, ils ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. On avait notamment un médecin qui nous avait répondu. Et puis, on a appris aujourd'hui ce fait divers. C'est un fait divers, mais absolument inacceptable et révoltant. Un médecin de 80 ans roué de coups par un homme dont il venait, un patient, contrôler l'arrêt de maladie. Bon, on va pas s'étendre non plus sur le sujet, mais quand même, rappelons
que s'en prendre à un homme de 80 ans, c'est d'une lâcheté inouïe. S'en prendre à un médecin et s'en prendre à quelqu'un tout court. Et on a l'impression d'en apprendre tous les jours un peu plus, Rost. Non, mais moi, on est malheureusement dans une société qui est de plus en plus violente. Et depuis le Covid, je pense que la folie s'est emparée de beaucoup de gens, malheureusement. Et il y a un vrai travail de fond à refaire par rapport aux séquelles qu'a pu laisser le Covid. Et ça, on en parle aux politiques. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça fait partie aussi de ça. Le président de la République parlait d'ensauvagement de la société. Terme très décrié, d'ailleurs. Exactement. Mais alors... En même temps, moi je dis que c'est une réalité. Mais pour vous, il y a un ensauvagement de la société. Mais là, il y a je pense qu'il y a des choses qu'on faisait de façon un peu plus discrète à l'époque. Aujourd'hui, on le fait au regard de tous, sans le moindre problème, sans avoir le moindre remords. Donc, c'est là, il faudra qu'on travaille sur la société pour pouvoir aller au fond de ça. Parce que sinon, je pense que ce qui nous attend dans les prochaines années, ça risque d'être grave. Et le respect des médecins, le respect des professeurs, parfois des policiers dans certains cas. Exactement. Il faudra en reparler, effectivement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300. Les écologistes des soulèvements de la Terre ne seront pas dissous. En tout cas, leur dissolution est suspendue. Je parle de celle du mouvement, évidemment. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas? Vous nous appelez, vous votez sur Twitter et sur YouTube. On en débat dans quelques minutes. Et avant ça, les actualités qui font réagir, les vraies voix. Tiens, est-ce qu'il y a des mouvements de gauche et des mouvements de droite pour vous? Ou plutôt des journaux de gauche ou des journaux de droite? C'est la question que se pose Nadir Kaya. Il y répond dans un instant. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio qui sont de bonne humeur. Et c'est déjà un bon point de départ, je trouve, pour débattre de l'actualité aujourd'hui. Nous sommes toujours avec le chef d'entreprise Bernard Cohen-Haddad, avec le militant associatif Nadir Kaya. Vous êtes militant, évidemment, fondateur de Banlieue Plus. Ça renvoie à certaines choses. Non, juste acteur associatif. L'acteur associatif. Le citoyen engagé, j'aime bien. Parce que le citoyen, mais on est tous citoyens. Et puis quand on parle, on s'engage. Oui, mais on n'est pas tous engagés. Non, c'est vrai, exactement. Nous sommes aussi avec Rust, qui est par ailleurs réalisateur, en plus d'être le fondateur de cette association, dont je vais retrouver le nom tout de suite. Banlieues Actives, avec ça. Un S, et ça c'est important. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en compagnie de notre vraie voix arcachonnaise, Frédéric, qui a bien eu de la chance de nous accompagner depuis le paradis où il habite. Ça c'est formidable, au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est le tour de table. Tu as regardé les actualités régionales? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Alors, est-ce un sourire narquois comme celui qu'on vient d'entendre que va nous laisser Nadir Kaya? Pas sûr. Vous voulez revenir avec un coup de gueule. Est-ce qu'il y a des médias de gauche, exemple un journal, trop à droite pour certains, revenons sur le journal du dimanche, et des médias de droite? Des médias de gauche ou des médias de droite? Alors, moi, c'est un regard assez classique du français qui suit les médias depuis longtemps, à travers des émissions, des reportages et tout ce qui existe depuis toujours et depuis ces dernières années. Et c'est vrai qu'à une époque, on pouvait dire que les médias étaient de gauche. C'est un peu comme les banlieues, on a été biberonnés par la gauche. Et puis on s'aperçoit que depuis maintenant 10 ans, facilement, il y a d'autres médias, c'est-à-dire avec un autre son de cloche, une autre approche de l'actualité et du traitement de l'actualité. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on voit des guerres entre médias interposés. Je ne sais pas si je peux les citer. CNews, entre autres, le JDD, des chaînes publiques ou des animateurs, des journalistes se balancent des insultes politiquement correctes, mais nous rappellent que quelque part, aujourd'hui, les médias sont sous la coupole de personnes qui sont idéologiquement politisées, donc à gauche ou à droite. Et moi, ça m'embête un petit peu parce que quelque part, en termes d'objectivité et en termes de qualité, notamment en termes d'information, on empathie. Parce que c'est des guéguerres qui ne produisent rien. Vous trouvez que certains médias sont donc trop à droite et d'autres médias sont trop à gauche? Non, ça me dérange pas. Moi, comme on dit, on a une télécommande et dès l'instant où ça ne nous plaît pas, on zappe tout simplement. Oui. Et on va chercher un peu comme dans les réseaux l'information ou une émission de qualité ou une émission qui peut nous divertir. Alors qu'est-ce qui vous dérange dans ce cas-là? Non, mais ce qui me dérange, c'est qu'on nous impose quelque part, pour certains médias, où ils nous imposent le fait d'être un média de gauche ou de droite. Moi, ce que j'aimerais, notamment, je pense en termes de médias et d'information, surtout en termes d'information, le journaliste doit avoir une certaine neutralité. Relayer l'information, relayer des faits, une certaine et nous laisser à nous,
notre propre capacité à juger ou à imaginer ce qui a pu se passer et donc avoir notre propre opinion. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, surtout avec les réseaux et les téléphones et tout ce qui s'ensuit. Mais dans les médias dits traditionnels, on s'aperçoit qu'il y a une guerre à ce niveau-là et ça porte préjudice à la qualité de l'information et aussi à la qualité de ce qu'on peut avoir ou ce qu'on avait été habitué à avoir. En même temps, quand on lit je prends l'exemple le plus parlant qui est celui un journal d'opinion, qui est le journal L'Humanité, qui a été proche pendant des décennies du Parti communiste, qui est toujours proche, mais qui a été un organe à l'époque. On n'est pas pris en traître lorsqu'on a un éditorial de gauche sur la situation économique. Oui, parce que historiquement et culturellement, on a été habitué à des médias comme ça qui s'annonçaient être de gauche ou de droite. Idem pour Valeurs Actuelles, qui n'a jamais été un média de gauche. Voilà. Mais aujourd'hui, on a cette facilité à parler d'extrême. Même moi, des fois, je m'aperçois que j'utilise le terme extrême droite ou droite extrême, et c'est plus dans l'émotion que dans la réflexion. Mais je pense qu'il serait bien que dans cette société, notamment française aujourd'hui, quand on voit les dégâts, Rost rappelait aussi la violence qui existe depuis le Covid. Moi, je pense qu'elle est là depuis bien avant, mais qui se généralise et qui est au quotidien aujourd'hui. On le voit très bien, des personnes âgées et pas âgées qui peuvent mourir pour un rien, pour un regard, pour une opinion, pour une expression, peu importe. Des mômes aussi. La société française et le monde de façon générale se radicalise, va tout de suite dans les extrêmes. On est tout le temps obligé d'être dans une situation binaire. On a l'étiquette et l'insulte trop facile dans les médias. Et je pense que, bien évidemment, on est des êtres humains, on vit beaucoup dans l'émotion, mais je pense qu'il faut aussi de temps en temps chercher à imposer la réflexion. Et ça, c'est pas évident parce que le temps aujourd'hui nous impose à aller vite partout et quelque part on néglige aussi un petit peu la qualité et le respect entre nous. Bernard Cohen-Haddad, puis Rost. Moi, je pense qu'on a la chance, Jean-Marie, d'être dans un pays où il y a une diversité de la presse. Des médias, des journalistes, y compris dans un même média, il peut y avoir des journalistes. D'ailleurs, on n'imagine pas à quel point on est capable de s'engueuler, y compris à Sud Radio, en coulisses, loin des micros, entre nous, et heureusement, c'est comme ça d'ailleurs. Quand on voit les signatures, il y a une diversité sur Sud Radio, ce qui fait la valeur de cette radio que j'aime beaucoup, et je le dis, c'est pour ça que je viens aussi, outre le fait qu'on m'y invite, cette liberté de ton, y compris nous, de la société civile. Il y a quelques années, on ne serait pas là. C'était affaire de spécialistes. Moi, ce qui me gêne, c'est peut-être cet ordre à penser, cet ordre moral que certains veulent nous imposer. Et je terminerai, si vous me le permettez, par une petite phrase qu'on attribue à Saint-Exupéry. Vous savez, si tu diffères de moi, entre guillemets mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Moi, je crois qu'on a cette diversité des médias, et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre d'affaires sont révélées, de tout ordre, et ce qui fait qu'on est dans un pays libre, démocratique, et ça c'est une bonne chose et il faut le protéger. Rost ? Alors, moi je suis un peu embêté parce que je partage ce qui vient d'être dit pour la pluralité. Sur le principe. Sur le principe, je suis un démocrate convaincu à 1000%. Toutefois, lorsque vous êtes un citoyen engagé, par exemple, comme nous on le fait, des acteurs de terrain, mais engagés aussi sur le plan politique, par nos actions, je ne parle pas d'être encarté, c'est encore différent. Et que vous êtes attaqué par certains journaux, vous n'avez aucune possibilité de réagir. J'en parle en connaissance de cause, parce que moi, Valeurs Actuelles a fait des articles sur moi, parfois, des articles mensongers, auxquels je n'ai même pas eu droit de réponse. Et ça, c'est un problème. Et vous l'aviez demandé, le droit de réponse ? Mais bien sûr que je leur avais envoyé un mail à ce propos. Et donc, moi, je comprends et quand ces méthodes arrivent, ceux qui ont été à la tête de ça, quand les méthodes arrivent dans un autre journal comme le journal du dimanche, je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas de ça. Et vous parliez des chaînes, par exemple, les chaînes. Aujourd'hui, on avait des chaînes d'information. Moi, j'ai été sur une chaîne d'information, enfin sur plusieurs chaînes, mais entre autres, CNews, par exemple, pendant très longtemps, à l'époque même où c'était déjà iTélé. Et aujourd'hui, j'ai honte quand je vois ce qui se passe là-bas. Et vous n'êtes pas d'accord avec, et vous pouvez zapper sur une autre chaîne, par exemple ? Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est devenu une chaîne d'opinion. Ce n'est pas une chaîne d'information. Dans ce cas-là, on change la dénomination. La sémantique, elle est fondamentale. Parce qu'on induit les gens en erreur. Évidemment que je regarde pratiquement plus. Il y a très peu d'émissions que je regarde sur cette chaîne-là. Est-ce que vous y interveniez dans le passé aussi ? Oui, pendant des années, justement. Et lorsque, c'est ce que disait Monsieur Caher, lorsque la chaîne a été reprise, quand elle a été rachetée, et qu'elle a ils ont changé complètement la ligne éditoriale. On s'en souvient. Alors ceci, c'est vrai, c'était assumé. D'ailleurs, on s'en souvient, il y a eu une grève extrêmement longue. Et c'est ce qu'ils veulent faire aussi là au JDD. Moi, je veux juste rajouter un truc sur ce qui a été dit par le biais de Rost, que des médias, soit d'opinion, de gauche ou de droite, ou peu importe, moi, ça ne me dérange pas sur le fond. Ce qui me dérange,
c'est la visibilité. C'est-à-dire, ce que disait Monsieur Haddad aussi très justement, la représentation. Que des journalistes ont une ligne éditoriale bien claire, bien définie, c'est leur droit. Ce qui me dérange par contre, notamment quand on traite de sujets qui concernent, là je vais donner l'exemple des banlieues, des musulmans, des minorités, et quand vous faites des émissions et que ces gens-là ne sont pas représentés de façon régulière et permanente, ça c'est de la violence. Pourquoi ? Parce que ça laisse croire tout ce qui se dit. Et ça amène de la frustration, ça amène beaucoup de violence auprès des personnes qui sont concernées. Et c'est pas comme ça qu'on va apaiser les choses. À un moment donné, qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe, dans un média, quand on traite un sujet, il faut, par respect et notamment par professionnalisme, inviter les personnes qui sont concernées ou qui peuvent apporter des explications ou des éléments sur ce sujet pour que tous les Français se retrouvent là-dessus. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va continuer à débattre dans le plus grand pluralisme et tout le monde a la parole et tout le monde peut aussi dire ce qu'il a sur le cœur. Et ça, c'est important dans une émission de débat et sur une radio qui encourage le débat. Parlons vrai sur Sud Radio. Dites ce que vous avez sur le cœur. 0826 300 300. On parle des soulèvements de la terre dans un instant. Il devait être dissous par le gouvernement. Eh bien, le décret de dissolution a été suspendu par le Conseil d'État. C'est provisoire, décision sur le fond dans quelques mois, mais pour l'instant, le Conseil d'État dit qu'il n'y a pas de preuve pour l'instant que les soulèvements de la terre encouragent la violence. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas ? 0826 300 300. On en débat dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été jusqu'à 19h avec Bernard Cohen-Haddad, avec Nadir Kaya et avec Rost. Frédéric nous accompagne toujours au 0826 300 300 depuis Arcachon et on va accueillir dans un instant notre invitée Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Elle est évidemment agricultrice et éleveuse. Elle fait partie de ces organisations d'agriculteurs, pas toutes, mais celles-ci oui, qui dénoncent, qui encourageaient au contraire la dissolution des soulèvements de la terre. Eh bien, sachez-le, cette dissolution a été suspendue cet après-midi par le Conseil d'État. Bonne nouvelle ou pas ? 0826 300 300. On en débat tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France est un pays dans lequel on peut manifester. C'est une liberté constitutionnelle, nous la respectons. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Dès ce soir, il y a 130 rassemblements dans différentes localités de France, rassemblements de soutien. Avec la dissolution, ce sera fin de partie. Eh bien, si les soulèvements dissous devaient réapparaître même sous une autre forme apparentée, ceux qui en seraient reconnus coupables ou responsables seraient passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Le gouvernement, par la personne du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait pris un décret de dissolution visant l'organisation des soulèvements de la terre. Ce décret est suspendu en référé par le Conseil d'État en attendant un jugement sur le fond à l'automne prochain. Bonne nouvelle ou pas, on en parle avec Véronique Le Floch. Bonsoir à vous Véronique. Bonsoir. Présidente de la coordination rurale, vous êtes en Bretagne. Est-ce qu'il fait beau d'abord ? Question que je pose à tous ceux qui sont un peu partout en France. Alors je ne sais pas si je dois dire la vérité, mais en fait il pleut. Alors comme d'habitude, on est en pour Bretagne, autant, on a beaucoup de tourisme. Et évidemment que vous avez beaucoup de touristes parce que c'est magnifique la Bretagne. Vous êtes éleveuse, présidente, je le disais, de la coordination rurale. Pour vous, cette non-dissolution des soulèvements de la terre, à ce stade en tout cas, est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? On va dire que ça va dans le sens de l'encouragement de la guerre qui est inscrite contre les agriculteurs. Je pense que ceux-là même qui ont pris cette décision n'ont pas conscience du rôle premier et majeur des agriculteurs en France qui justement interviennent pour nourrir essentiellement des citadins. En France, je n'ai pas le chiffre, mais on l'a tous en tête, Paris n'a pas plus de 3 jours de réserve pour tenir. Donc sans les agriculteurs partout en France et sur tout le territoire, demain c'est la famine à Paris. D'accord, donc, mais quel est le rapport avec les soulèvements de la terre ? Les soulèvements de la terre sont d'abord intervenus à Sainte-Soline et c'est à la suite de cet événement où ils intervenaient contre les méga-bassines, ou ce qu'ils appellent les méga-bassines. Ils sont intervenus, on se rappelle tous de la violence, de la guerre qu'on a pu observer contre les forces de l'ordre. Et nous-mêmes, à la coordination rurale, nous sommes restés en retrait parce que nous avions conscience des débordements qui allaient se passer. Effectivement. Alors, donc, on va préciser les choses. Et la décision. Ouais.
le décret du ministre allait dans le bon sens, dans le sens où on doit respecter en fait les idées et les façons de faire des uns et des autres, sachant que les agriculteurs qui ont ces bassines, ce qu'ils appellent ces réserves d'eau, ils les ont réalisées avec toutes les autorisations administratives qu'il faut. Alors, on va rappeler ce qui s'était passé du côté de Sainte-Soline. Dans les Deux-Sèvres, des agriculteurs ont fait construire des grandes bassines que leurs opposants appellent méga-bassines d'ailleurs, où on stocke l'eau qui tombe par la pluie afin de la réutiliser plus tard pour irriguer les champs. Les Soulèvements de la Terre avaient lancé une grande manifestation pour s'opposer à ce chantier, manifestation qui avait été interdite mais qui s'était dirigée vers les bassines. Et en marge de cette manifestation, on a effectivement observé des scènes d'ultraviolence qui visaient les gendarmes mobiles qui protégeaient et barraient l'accès à ces bassines. Les Soulèvements de la Terre disent qu'ils ne cautionnent pas cette violence, mais leurs opposants, leurs détracteurs, accusent les Soulèvements de la Terre de l'encourager. Pour l'instant, le Conseil d'État dit que rien ne relie les violences au soulèvement de la Terre. Est-ce que vous y croyez ou pas, vous, Rost ? Alors, il y a deux choses. Bonjour Véronique. Je suis étonné de ça. Bon, après, elle est dans son rôle, mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très ouverte. Et je trouve que sa position là-dessus est un peu exagérée, parce que les bassines en tant que telles, moi, je suis pas contre. J'estime que c'est même intelligent de le faire de cette manière. Mais après, j'entends les arguments que les uns et les autres peuvent avancer. Mais le fait que le gouvernement se base sur les violences qui ont eu lieu à ce moment-là, pour vouloir interdire... Alors, c'est très simple. C'est une question purement politique. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que lorsqu'il y a des manifestations des syndicats et qu'il y a des violences, est-ce qu'on dissout la CGT? Est-ce qu'on dissout la CFDT? Est-ce qu'on dissout tous ces syndicats-là? Non. Et la CGT a un service d'ordre, par contre, et en général, elle tente de se maintenir à distance. Ça n'a jamais empêché les violences. Toutes les manifs qui ont lieu, il y a toujours des violences, toujours. Donc, je trouve juste dommage qu'aujourd'hui, on instrumentalise des causes qui sont des causes profondes, qui tiennent à cœur à toute une jeunesse. Et là, que le Conseil d'État, moi je suis étonné, c'est la décision du Conseil d'État qui m'étonne plutôt, parce que c'est la caisse enregistreuse du gouvernement depuis un certain nombre d'années. Pas là, en tout cas. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est déjà, voilà, on avance. Peut-être qu'on avance. Je vais vous lire ce que dit le Conseil d'État lorsqu'il justifie sa décision. Ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience ne permettent de considérer que le collectif, les Soulèvements de la Terre, cautionne d'une quelconque façon les agissements violents envers les personnes, alors que c'était un des motifs de la dissolution. Tiens, Frédéric est toujours avec nous depuis Arcachon. Bon argument de Rost. Après tout, il y a aussi des violences en marge des manifestations de la CGT. Et pourtant, on ne dissout pas la CGT. Oui, mais bien sûr, mais on ne peut quand même pas comparer ces mouvements qui sont quand même, qui partent, on se demande d'où. Hein. Bon, on voit, il y a du black bloc, il y a un peu tout là-dedans. Et comparer ça avec les structures syndicales ouvrières qui sont quand même des organismes, entre guillemets, quand même sérieux. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle entre ça et si vous voulez, les syndicats. Hein. Il y a des années-lumière qui les séparent, quand même. Il faut être raisonnable. Hein. Là, la force syndicale, bon, heureusement qu'elle est là. Ça permet aussi d'équilibrer et de gommer un peu les excès. C'est un autre rôle, effectivement. Mais moi, si vous voulez, le problème de fond, c'est que c'est toutes ces, comment on pourrait dire, ces formations, là, je sais pas comment on peut appeler ces gens-là, qui poussent comme ça, qui vont pousser ailleurs. Bon, on est vraiment dans un fond de déstabilisation. Et sans prendre dans l'agriculture de cette façon. Bon, c'est un moyen, je vois pas, l'agriculture, on en a besoin. Elle rentre maintenant dans une activité économique très importante du pays, que ce soit au niveau d'exportation des céréales et tout ça. Il faut quand même être raisonnable. Hein. Si on n'avait pas ça... Alors ça, c'est sur le fond idéologique, mais pour le coup, la dissolution, elle visait pas les opinions des Soulèvements de la Terre, mais plutôt les agissements qu'il y avait en marge de leur rassemblement. C'est pour ça, on va en débattre avec vous. Tiens, rapprochez-vous de la fenêtre en attendant, Frédéric, parce qu'on vous perd un tout petit peu. Nadir Kaya. Non, moi je suis scandalisé par le comportement de M. Macron et de toute sa clique, notamment de M. Darmanin, qui a cette facilité à dissoudre tous les opposants politiques ou tous les gens qui ne penseraient pas comme eux. Je pense qu'il aurait été plus simple de faire confiance à la justice. Je crois que la justice
justice en France est indépendante, je crois. Si effectivement il y a eu des agissements condamnables, la justice doit les traiter normalement. On n'a pas besoin d'un super ministre de l'Intérieur pour s'occuper de ça. Donc on voit bien que c'est une action simplement politique et qui sert quelque part peut-être à calmer une certaine opinion publique ou à favoriser peut-être des voix de certains groupes politiques. C'est inacceptable. Moi je suis pour qu'on arrive vraiment à une justice vraiment indépendante. C'est pas le cas en France, contrairement à ce qu'on fait croire. Hein. Le garde des Sceaux, il est quand même nommé par le gouvernement. Alors, et si on veut vraiment une justice indépendante, il faut qu'elle le soit d'un point de vue pyramidal, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et ça sera une bonne chose pour la France et pour tous les Français. Et malheureusement, ce comportement de M. Darmanin, heureusement que le Conseil d'État est là, même si des fois je suis un peu critique là-dessus, pour rappeler qu'il y a des lois. Et c'est honteux de la part d'un Premier ministre de venir, notamment avec ce que vous disiez, Jean-Marie, juste avant, c'est que les éléments ne sont pas suffisants pour dissoudre une telle association, une telle action. À ce stade, donc ça démontre quelque part son incompétence et simplement le timing politique pour vouloir s'en prendre à ce collectif ou à ses citoyens. Est-ce un camouflet pour Gérald Darmanin? D'ailleurs, le Grand Matin Week-end en reparlera demain avec Laurence Garcia. Bernard Cohen-Haddad? Moi, de toute façon, je partage déjà l'émotion des agriculteurs. Moi, je voudrais leur manifester aussi, et je le dis, mon soutien, mon amitié. C'est pas facile de travailler des heures et des heures, d'avoir des marges réduites et parfois de voir qu'on saccage des cultures parce que c'est pas ceci, c'est pas cela ou c'est trop cela. Donc déjà. Donc pour vous, c'est une mauvaise nouvelle, la non-dissolution. Non, je vais y venir. Okay. Ça, c'est le premier point. Donc nos agriculteurs font un travail exceptionnel. Il faut les soutenir, y compris dans leur capacité à retrouver de l'eau. Aujourd'hui, c'est difficile. On voit bien, il y a des difficultés pour eux. Deuxième point, moi, ce qui m'inquiète, c'est que déjà, je suis contre toute manifestation de violence contre les personnes et contre les biens. Ça, il faut quand même le dire. On est dans un état de droit, on a le droit de s'exprimer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on prend un arrêté qui n'est pas fondé en droit. C'est ça. C'est ça la difficulté. Donc, si on veut taper juste et cibler dans le mille, il faut peut-être prendre des mesures pour que l'arrêté ministériel ou la décision soit motivée en droit, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement, pour nous et nos libertés, qu'on a le Conseil d'État, un garde-fou, qui dans ses considérants a dit que cette association, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça c'est pas le problème là, on a le droit d'être pour ou contre, n'était pas une association, enfin, entre guillemets, dangereuse et qui mettait en péril les personnes. C'est ça qu'il faut retenir. Après, on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Moi, je suis pas un fanat des soulèvements de la terre, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas vraiment ma façon de penser. Néanmoins, je suis heureux, et je le dis, que le Conseil d'État se soit prononcé en droit. Et si l'État, M. Darmanin et d'autres personnes veulent supprimer ce mouvement et leur effet, entre guillemets, qui ne leur conviennent pas, encore faut-il motiver justement ce type d'arrêté. Véronique Le Floch. Alors moi, ce qui me dérange dans les actions des soulèvements de la terre, c'est qu'on a le phénomène de répétition. Ils interviennent, ils se prononcent contre l'agro-industrie et ils interviennent contre les agriculteurs, contre des biens privés, contre des serres. On les a vus encore à l'action au niveau de serres dans lesquelles des essais étaient faits pour améliorer les systèmes de culture. Ils se trompent de combat. L'agriculture française, elle est vertueuse. Et à côté, le seul résultat de leur action, c'est que demain, nous n'aurons plus les moyens de cultiver en France. On est déjà, pour produire des fruits et des légumes, on sait qu'on a besoin de l'eau, on sait qu'on est importateur net et que justement, toutes ces cultures, tous ces produits importés sont équivalents à 15 milliards de mètres cubes d'eau. Donc continuons comme ça et c'est pas les prélèvements que nous faisons qui vont être réduits, c'est tout simplement de l'eau importée qui va en être le résultat et on ne fait que déplacer le problème. On a besoin de trouver des systèmes certainement plus vertueux, mais tout le monde y travaille et des erreurs ont été commises, peut-être et certainement de la part des agriculteurs, mais aussi de la part des donneurs d'ordre et des façons de gérer notre environnement. Nous cherchons qu'à produire. Et pour ça, on ne veut pas être en permanence la cible. Et toutes ces attaques font qu'aujourd'hui, on subit un phénomène de désagriculturation. Et ce n'est pas seulement l'élevage qui est visé, ce sont toutes les cultures. Et on voit bien les fruits qui sont importés, les légumes qui sont importés. C'est de l'eau qui est importée.
importer. Et ce sont des agriculteurs qui cessent leur production. Ils appellent aussi à ce qu'on cesse les soulèvements de la terre, les importations de légumes qui viennent de l'autre bout de la planète, si on est exhaustif. Mais Rost, en fait, c'est toute la schizophrénie de ce qui se passe, en fait. C'est qu'on veut consommer local, et dans le même temps, on est en guerre avec ceux qui essayent de cultiver les choses. Donc, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, que les agriculteurs, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu tellement de choses qu'ils ont fait quand même beaucoup de progrès dans pas mal de domaines. Mais il faut aussi que les politiques, à un moment, prennent aussi leurs responsabilités là-dessus pour qu'on n'en arrive pas à ces violences-là. Évidemment, tout le monde condamne les violences. Personne n'est d'accord avec la violence qui est utilisée à l'encontre des agriculteurs. De l'autre côté... Et des gendarmes mobiles, on peut se rappeler les images de Sainte-Soline, c'était quand même incroyable. Mais, alors après, encore une fois, moi, pour avoir été dans des manifestations parfois, où on était tranquille, pacifiquement, où on aurait pu devenir extrêmement violent parce qu'on s'était fait gazer par les policiers, et donc je reste prudent là-dessus. Là-dessus, on avait des images quand même, Rust, où certains manifestants avançaient avec des boucliers. Vous avez vu les images que les médias vous ont données. De policiers en quad qui étaient extrêmement violents dans leur réaction. Donc je trouve qu'à un moment donné, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je dis tout simplement qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, et que je trouve inadmissible que dans une démocratie, on veuille interdire des mouvements, sachant que c'est un mouvement. Et puis la décision du Conseil, elle n'est pas définitive. C'est une suspension. Absolument. Donc on verra ce qui va se passer après. Jugement sur le fond à l'automne prochain. Ça pose aussi la question, parfois de la désobéissance civile. C'est quelque chose qu'ils appellent de leur vœu, notamment au soulèvement de la terre, ou parfois de la résistance civile, selon le jargon des uns et des autres. Bon, est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'il est bien de participer à une manifestation interdite quand on estime qu'elle est juste, Bernard Cohen-Haddad ? Moi, je dis non, parce que je pense qu'on est en état de droit, Jean-Marie. Je vous le dis tout de suite, là-dessus, il y a une point de fracture. Je sais que je ne serai pas d'accord avec nos amis. Moi, je suis un républicain, un laïc et un démocrate. Donc, il y a des mouvements qui sont interdits. Moi, j'ai vécu de plein fait lors des mouvements sociaux, des destructions, des incendies de commerce. Je l'ai vécu in situ, je peux vous assurer, c'est pas gai. Et je comprends ce que vivent les agriculteurs, parce qu'ils sont dans une phase de modification de leur activité. Ils sont dans une phase de recherche d'une activité plus verte, plus responsable et plus rentable aussi. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils se sentent un peu abandonnés par ceux qui les empêchent de produire différemment, ceux qui les empêchent de faire de l'élevage, de faire ceci, de ne faire cela, de récupérer de l'eau, d'essayer de nouvelles semences. Donc on voit bien qu'on est dans un monde qui change. Laissons aussi et dialoguons, ça a été bien dit par Roch, et là-dessus on sera d'accord. Rust, qui fait du rap. Qui fait du rap. Et là-dessus, et on sera certainement d'accord. En revanche, moi je suis là-dessus peut-être un peu trop académique. Pourtant, j'étais et je suis toujours rebelle dans mes idées, mais là-dessus, quand une manifestation est interdite, je ne souhaite pas y aller. Je vais juste une petite question, Monsieur Cohen. Pensez-vous qu'on aurait les droits qu'on a aujourd'hui si les gens avaient suivi votre ligne ? Mais on n'est pas sous l'ancien régime. On n'est pas sous l'ancien régime. J'ai vécu les radios libres, j'étais étudiant, j'ai manifesté pour Solidarité. Je ne suis pas, rassurez-vous, quelqu'un d'anti-républicain et quelqu'un moi, je suis pour le respect de la loi et le respect des biens et des personnes. Et pour moi, la liberté de penser, comme la liberté de conscience et la capacité de respecter la République et les valeurs de la République, c'est prioritaire. Je pense que les gens. Alors moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Il faut juste rajouter la liberté de manifester. Elle est aussi dans la Constitution et c'est un droit fondamental. Pour une cause juste. Non, peu importe. Mais pour qui elle est juste ou pas ? Non, mais la cause juste, la moindre des choses, c'est une personne ou des personnes qui s'organisent pour manifester, généralement pensent qu'ils le font pour une cause juste et noble. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, aujourd'hui, notamment sur le sujet concernant les campagnes, je rappellerai aussi que régulièrement, vous avez des agriculteurs qui se suicident, qui sont parmi les premiers taux de suicide en France, du fait de leurs conditions. Donc quand Darmanin fait ça aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment de la politique, parce qu'il essaye de prendre un camp contre l'autre. C'est très malin, c'est de la politique d'aujourd'hui, malheureusement. Et si vraiment l'État était avec les agriculteurs et connaissait la valeur et l'importance, comme le rappelait Madame juste avant, de nos paysans, de notre monde rural, eh ben il ferait tout. Et je rappellerai que c'est son deuxième mandat. Donc ça démontre qu'il ne fait pas tout.
Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais concernant le monde paysan et ses difficultés d'aujourd'hui, le gouvernement ne le priorise pas dans son calendrier. Ça, c'est une réalité. J'aimerais qu'on vienne avec Véronique Le Floch, qui est toujours avec nous, présidente de la coordination rurale. Pardonnez cette question, peut-être un petit peu insolente, mais on reproche les méthodes, notamment vous, Véronique, vous reprochez les méthodes des soulèvements de la terre qui parfois jouent avec le droit, manifestent quand c'est interdit et font des choses qu'ils ne devraient pas faire et qu'ils l'assument aussi. Il est arrivé par ailleurs aux agriculteurs de mener des actions qui était aussi illégal, de balancer du fumier sur des façades de préfecture. Pas forcément votre organisation, mais vous pouvez comprendre que parfois, pour faire entendre son message, on joue avec la règle. Eh bien justement, les décisions qui pourraient être prises en faveur des soulèvements de la terre pourrait nous conduire à retourner vers de telles pratiques. Et c'est un peu ça que nous, on n'est pas à la coordination pour justement tout casser. On veut se faire entendre et quand on agit, quand on met en place des outils, qu'on investit sous notre responsabilité financière, et tout le monde sait les aléas climatiques, géopolitiques et tous les autres qu'on leur subit, en général, on a des autorisations que l'on suit. Et c'est là qu'il y a des contradictions et que même le gouvernement devrait s'en rappeler. Quand je prends des rapports du CGAER, le CGAER, c'est le Conseil général à l'agriculture et aux espaces ruraux. En 2017, lui, le CGAER, comme le GIEC, disait que l'importance nouvelle du stockage de l'eau et de l'irrigation, y compris en Europe, la gestion de l'eau va donc devoir évoluer. Le stockage est considéré comme un moyen de l'adaptation, un outil de gestion des risques. On avait le CGAER qui disait cette ressource est encore très peu stockée et mobilisée en France. La capacité de stockage dans les bassins les plus sollicités ne représente souvent que 2 à 3% des écoulements. Il y a de la marge pour vous, en tout cas. L'eau qui va à la mer. On perd l'eau qu'on devrait stocker et qu'on devrait pouvoir utiliser. C'était ce qui était réalisé par nos anciens. Ça n'a jamais perturbé les cycles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir cette végétation sur nos territoires parce qu'on sait que c'est l'évapotranspiration de nos cultures qui génère et qui entretient les cycles de l'eau. Donc, plus de culture, plus d'eau. Et demain, la France aussi est un désert. Donc, en tout cas, le message sera passé. Pas à ces manifs, mais nous sommes pour se faire entendre, discuter avec quiconque qui le souhaite, mais les rapports qui disent quelque chose à un moment et qui disent l'inverse quelques années après ne sont pas crédibles non plus. On vous fera débattre, ma chère Véronique Le Floch, un jour avec un militant des soulèvements de la terre, un militant ou une militante pour aller un peu plus loin. Merci à vous d'être intervenu depuis votre Bretagne sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de la coordination rurale. Merci à vous tous. Restez avec nous, surtout Frédéric, toujours avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, allez, on va faire une petite pause, on va dire récréative dans un instant. On va tester vos connaissances et votre culture générale sur la date du jour. Nous sommes le 11 août, à tout de suite sur Sud Radio. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Vous entendez la liberté d'expression, même pendant la pause sur Sud Radio avec toutes les vraies voix. Bernard Cohen-Haddad qui continue à débattre avec Nadir Kaya et avec Ross. C'est Bernard qui a commencé. Hein. Exactement. On était tranquille. Vous irez tous au coin. Je provoque. Vous irez tous au coin dans un instant. Vous entendez comme ils sont passage, Frédéric ? Oui. Alors que vous êtes au coin, mais alors dans un magnifique coin. Hein, c'est Arcachon, je rappelle, au 0826 300 300. Elle est bien disciplinée. Merveilleux. Frédéric, on va vous demander de choisir l'une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez jouer dans un instant contre les 2 autres. Bernard Cohen-Haddad, Rost, mais je suis pas un bon candidat, Frédéric, me choisissez pas. Hein. J'allais choisir, bien sûr, monsieur Cohen-Haddad. Bah écoutez, allons-y. Macron aussi n'était pas un bon candidat. Je vais vous poser plusieurs questions sur la date du jour. Question de culture générale, vous n'êtes pas obligé de savoir, ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes le 11 août. Et puis le premier qui répond rapporte le point à son équipe. On est d'accord ? Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On commence par une triste commémoration, mais il fallait lui rendre hommage. Quel grand acteur est mort ce jour-ci, un 11 août, à qui nous devons notamment, vous allez écouter cet extrait très célèbre. Alors non, pas celui-ci. Si. Quel acteur criait Good Morning Vietnam? On l'a vu dans d'autres films, notamment Madame Doubtfire, ou encore d'autres films. C'est international, on n'est pas dans le national. On l'a vu aussi dans Le Cercle des poètes disparus. Robin, et le fameux film. On l'a vu aussi dans Hook, avec Robin des Bois. Oui. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Vous l'avez tous sur le bout de la langue? On n'a pas 3 choix aujourd'hui? Un seul choix. C'est Robin quelque chose. Robin Williams.
Robin Williams, le point pour Bernard Cohen-Haddad. Légendaire acteur, sacré acteur, Robin Williams, qui était malheureusement dépressif chronique, qui a mis fin à ses jours. C'était un 11 août, mais il fallait qu'on s'en souvienne parce que c'était un sacré acteur. Bon, les amis, maintenant, je vais vous proposer un exercice mnémotechnique. Je sais que c'est pas facile à l'oral. Bon, est-ce que vous voyez tous à peu près la carte de l'Afrique ? Bien sûr. Oui, on l'avait tous en classe d'ailleurs, la carte du monde en général. De pays qui la composent. Quel pays est devenu indépendant il y a 63 ans, jour pour jour, et qui possède aujourd'hui une frontière avec, je cite, la liste, le Niger, le Nigeria, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et le Cameroun. J'ai fait le tour de ce pays, c'est lequel ? Non. Pardon ? Le Burkina, non. Je répète la liste. Le Mali ? Non, c'est pas le Mali. Sénégal. Non plus. Sénégal, non. Un pays qui est au milieu d'un cercle formé par le Niger, le Nigeria, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et le Cameroun. Vous ne l'avez pas ? Oui. C'est le Tchad qui est en plein. C'est le Tchad, exactement. Et on entend son hymne national, évidemment, indépendant il y a 63 ans, jour pour jour. Bel anniversaire à la patrie de nos amis tchadiens. Concrète ou théorique ? Indépendance, écoutez, la France-Afrique est un autre débat sur lequel on reviendra un jour. On en parlera. Sujet. Exactement. On continue avec les commémorations. Il fallait qu'on lui rende hommage aussi il y a un an, jour pour jour. Un an, ça passe vite. Quel grand dessinateur français nous a quittés, à qui nous devons beaucoup d'illustrations du magazine américain Le New Yorker, mais aussi les dessins du petit Nicolas. Qui a dessiné le petit Nicolas ? Non, c'est pas Uderzo. C'est pas Goscinny. Non. C'est voilà. C'est pas loin. Sampé. Sampé, voilà. Sampé, bravo Frédéric. Évidemment, bravo. Frédéric, Sampé. Et puis en plus, qui était aussi un illustrateur choyé de ce magazine prestigieux américain, le New Yorker. Très beau dessinateur, Sampé, très poétique aussi. Et souvent drôle. Bon, écoutez, ça nous faisait plaisir de vous retrouver depuis Arcachon. Mon cher Frédéric, vous prenez pas la route ce soir ? Oh non. Vous avez une voiture ? Je reste, oui. Vous êtes riche ? Je suis riche. C'était la troisième question que j'allais vous poser. On vous posait cette question, mon cher Frédéric, dans la mesure où c'est notre autre débat dans les vraies voix, puisque beaucoup de Français prennent la route ou la reprennent ce week-end pour le week-end du 15 août. Est-ce que la voiture est en train de devenir réservée aux riches, alors que le prix est de plus en plus cher, que les voitures électriques sont encore plus chères et que beaucoup plus de Français achètent d'occasion quand ils doivent encore se déplacer en voiture ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Mais avant ça, juste après le journal de 18h, on va vous emmener à Toulouse pour parler d'une manifestation qui a été interdite. Encore une, me direz-vous, mais elle est un peu particulière. C'était une manifestation de cyclistes qui devaient manifester tout nus. La préfecture a refusé et on vous expliquera pourquoi ils voulaient manifester tout nus en plein dans les rues de Toulouse, juste après le journal de 18h. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, jusqu'à 19h. Peut-être nous écoutez-vous depuis vos vacances ou alors tristement sur la route du retour des vacances. Et on passe tous par là quand on a la chance de partir en vacances. On va parler de la voiture qui reste quand même le moyen de locomotion privilégié des Français, mais qui coûte de plus en plus cher. Est-ce que pour vous, elle est en train de devenir réservée aux riches, la voiture ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. En plus, Sud Radio aime l'automobile, donc parlons-en. On va en débattre à 18h30. On va parler aussi de cette manifestation naturiste, de cyclistes naturistes qui a été interdite à Toulouse. Pourquoi a-t-elle été interdite ? En tout cas, on essaye d'en parler avec l'un des organisateurs de cet événement qui a été retoqué. Mais tout de suite, place au tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité avec Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise. Je rappelle d'ailleurs la liste de nos vraies voix. Bernard Cohen-Haddad d'une part, Rost et d'autre part Nadir Kaya, avec toujours notre ami depuis Arcachon qui s'appelle Frédéric au 0826 300 300 qui débat avec nous. Nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad qui est chef d'entreprise. Rappelez aussi Jean-Marie qui a gagné le quiz parce que je l'ai pas entendu. C'est bon, oh là là. Faut pas rappeler les mauvaises choses, voyons. Vous avez raison, vous ne l'avez pas entendu, mais pourtant vous avez gagné, Bernard. Vous avez gagné avec Frédéric qui nous écoute depuis Arcachon. Bravo à vous. Vous aviez raison, j'aurais dû le dire. J'essayais de protéger les perdants, mais bon, c'est comme ça. Vous avez raison, vous tenez à votre gain. Sachez que vous avez gagné un café. Toute notre estime. Exactement. En tout cas, passons à votre tour de table de l'actualité. Bon chef d'entreprise, vous voulez revenir sur le taux de chômage en France qui progresse très légèrement, qui reste stable autour de 7%.
Mais ce que ça vous amène à cette réflexion, c'est que si le chômage ne baisse plus, il y a toujours autant d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Oui, moi c'est ce qui m'étonne, c'est un peu un coup de gueule, c'est aussi un appel aux compétences. Je suis chef d'entreprise, je vois beaucoup d'entrepreneurs, y compris dans les banlieues, dans les quartiers. Je vois des jeunes qui cherchent du travail et d'un autre côté, on a beaucoup de sans-emploi et beaucoup de manque de compétences dans les entreprises. Dans les métiers en tension, hôtellerie-restauration, commerce, santé, numérique, bâtiment, service à la personne, moins 30, moins 40% d'emplois, des entrepreneurs qui ne trouvent pas des compétences, un manque de formation. Et moi, je trouve ça dommage. Un exemple, en Ile-de-France, 700 000 demandeurs d'emploi, 400 000 offres non pourvues. Comment on fait pour faire en sorte de réduire ce gap ? On a tous intérêt à faire en sorte que les jeunes soient mieux formés, que les moins jeunes, c'est-à-dire les seniors, passent le témoin dans l'entreprise. Vous savez, Jean-Marie, moi je suis un fanat de la RSE, de l'engagement dans les sociétales des entreprises. Et je veux qu'on fasse un pas les uns vers les autres, améliorer les conditions de vie, améliorer aussi la rémunération au travail, partager la valeur, ça fait partie d'un débat. Et aujourd'hui, je suis vraiment, Marie, déçu, peiné quand je vois des entrepreneurs, des coiffeurs, des bouchers, des fromagers, des garagistes qui me disent on ne peut pas se développer parce qu'on ne trouve pas de compétences, ou on ne peut pas vendre notre entreprise parce qu'on ne trouve personne. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'est plus assez payé ? Je crois que la Covid et tout à l'heure, on le disait bien, a modifié la relation au travail. Mais c'est un mouvement de fond. Je crois qu'il faut redonner un certain nombre de valeurs. Il faut aussi encourager la marque employeur. Il faut valoriser la place des entreprises, des jeunes dans nos entreprises. Vous savez, quand vous écoutez les jeunes, 65% d'entre eux vous disent qu'ils ont envie de travailler dans les PME, dans les TPE. Il faut faire ce lien, il faut faire ces passerelles, il faut améliorer la formation. Il faut travailler avec ce que j'appelle la promesse républicaine dans les quartiers. Et ça, pour moi, c'est un enjeu de société. Un enjeu de société, vous vouliez rebondir, Nadir Kaya ? Non, moi j'entends ce discours. Bon, on voit que c'est l'homme d'entreprise, le chef d'entreprise. Après, il y a une réalité qui est très basique. Moi, je vais la rappeler en tant qu'élu aussi syndicaliste dans mon entreprise dite internationale. La réalité, déjà, c'est aussi les salaires. Donc, à un moment donné, si on se focalise pas là-dessus, on peut dire tout ce qu'on veut, donner des chiffres, faire croire que le chômage baisse, qu'il y a plus de contrats. La réalité, c'est que on est dans un système qui commence à devenir un peu identique à celui de la référence en France, c'est-à-dire le système allemand. C'est qu'on crée de l'emploi, mais c'est de l'emploi précaire. Les CDI sont de moins en moins nombreux, et quand ils le sont, ils sont souvent juste au SMIC. Il y a une réalité, c'est que la vie est de plus en plus chère à tous les niveaux, les loyers explosent, remplir son caddie c'est de plus en plus difficile, notamment de façon digne. On en parlait hier. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut créer de l'emploi, c'est bien. Il faut aussi remonter le SMIC, c'est aussi la base de tout, et aussi donner de la valeur au travail. Et je pense pas qu'aujourd'hui, M. Macron et son gouvernement soient dans cette dynamique. Et quand je parle, quand j'entends parler de création d'emplois et d'emplois qui ne sont pas trouvés, je rappellerai que je crois que dernièrement on sort d'un conflit assez violent avec le gouvernement sur la volonté d'arriver à 64 ans. Donc on demande aux salariés de travailler encore plus. Ça va quelque part bloquer la dynamique mécanique de ces jeunes qui rentrent dans le système de l'emploi, tout simplement. Donc à un moment donné, il faut être logique, et si possible logique du début jusqu'à la fin. Logique du début jusqu'à la fin. Rost, il y a des métiers non pourvus, y compris les métiers difficiles. Justement, alors il y a plusieurs choses sur la question de la formation. Lorsque j'étais conseiller au Conseil économique et social, on avait rendu un rapport justement sur l'emploi et la formation. C'est pas Roger Leray qui l'avait fait ? Pardon ? Non, c'était ma collègue Sylvie Brunet. Oui. Qui avait travaillé là-dessus et qui avait fait plusieurs rapports sur l'emploi, qui avait fait un rapport extraordinaire et que le gouvernement a mis sous le tapis tout simplement parce que il y avait, la ministre du Travail à l'époque, Sylvie Brunet, lui faisait concurrence. Bon, donc voilà, finalement c'est resté ainsi. Mais ce qui ressortait, c'est aussi que pendant très longtemps on a dévalorisé certains métiers
Et donc la nouvelle génération, quand on leur dit qu'ils vont travailler dans tel ou tel domaine, pour eux déjà, le métier n'est pas valorisé. Donc il faut revaloriser ces métiers-là, ça c'est la première chose. Et l'autre chose, effectivement, on parle du salaire. Le salaire c'est fondamental, mais au-delà de ça, il y a aussi le bien-être dans l'entreprise. Bien vivre, bien travailler dans l'entreprise. Voilà. Et c'est ce que d'ailleurs le Covid a révélé, c'est ça. C'est les gens se sont rendus compte qu'ils travaillaient pour des gens, ils allaient dans une espèce de souffrance, pas dans une volonté réelle. Et plus particulièrement quand vous parlez de la question des quartiers populaires, parce que c'est souvent ce que les politiques citent, c'est que ces jeunes ont vu leurs parents trimer comme des malades pendant des décennies. Aujourd'hui, même avec leur retraite, ils peuvent même pas payer le loyer. Donc, eux ne veulent plus de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de création d'entreprises. C'est les quartiers populaires, c'est là où il y a le plus de création d'entreprises en France. Bernard. Oui, mais moi je parle du monde des PME que je connais, des TPE, des artisans qui aussi parfois ont des retraites qui sont des peaux de chagrin. Oui. Et bien entendu, il faut la valorisation du salaire. Tout travail mérite salaire. Moi je crois que, et je suis même un militant, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, ce qui me fait vivre, pour qu'on travaille mieux dans la cité, on vive mieux dans les entreprises, qu'il y ait une amélioration des postes à pénibilité, qu'on ait de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Tout ça fait partie d'un devoir sociétal, d'un engagement. Si on veut exister, c'est difficile. Il faut qu'on se parle. Et puis je crois que je l'ai écrit la semaine dernière dans la revue Politique et le Parlementaire. Une juste rémunération aussi est importante, et aussi une implication des jeunes. On a aussi un certain nombre de publics qui zappent. Moi, j'ai eu des jeunes qui restaient 2 mois, qui partaient, sans vous dire pourquoi du jour au lendemain, et pourtant on les avait bien traités. Et puis j'en ai qui sont là, que j'ai pris en 3e et qui demain vont reprendre mon entreprise. C'est pas ça aussi la réussite républicaine ? Absolument. Mais il y a eu des mouvements en 2007. Alors ça c'est un truc qu'il faut reconnaître à ce monsieur que je n'aime pas du tout, mais bref, qui avait fait quand même. On parlait de Nicolas Sarkozy ici en 2007. Exactement. Donc il avait impulsé quelque chose à ce moment-là qui a été extraordinaire, que ça soit sur la question justement des entreprises par rapport à ces jeunes, mais aussi sur la question justement de l'inclusion. Au niveau des entreprises, mais aussi dans les grandes écoles. Il y a eu tout un mouvement qui a été fait à ce moment-là, et puis après, le quinquennat d'après, tout ça est parti dans le vent, et aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Donc il faut revenir aussi sur tout ça. Oui, on est d'accord. Allez, le tour de table de l'actualité, beaucoup plus sur un sujet autrement plus grave que vous avez sélectionné pour votre part, Rust. C'est une information fracassante et très grave qui nous est parvenue cet après-midi. Le footballeur international français, attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, mis en examen, tout comme son plus jeune frère, pour, je cite, viol, tentative de viol et agression sexuelle. Ils sont mis en examen, ils sont accusés de ces choses-là par 2 jeunes femmes de 19 et 20 ans. On ne reviendra pas sur les faits qui sont reprochés à Wissam Ben Yedder, qui a été placé sous contrôle judiciaire. Une caution de 900 000 € lui a d'ailleurs été demandée. On ne viendra pas sur ce qui lui a reproché parce qu'on ne connaît pas le dossier, mais en revanche, ça vous évoquait une réflexion. Oui, ça m'évoque une réflexion parce on parlait tout à l'heure d'une société qui est devenue une société plutôt binaire où c'est tout blanc ou c'est tout noir, alors qu'il y a tellement de nuances dans différentes choses. Et aujourd'hui, accusation vaut condamnation. Donc, pour moi, c'est un gros problème. Un des enjeux de notre société aujourd'hui, c'est là-dessus. C'est de se dire que quelqu'un qui est accusé, parce que ça, c'est devenu, les accusations de viol ou d'agression sexuelle sont devenues des armes de destruction massive pour certaines personnes. Et on a vu le cas de Mendy, par exemple. On parlait de Benjamin Mendy, l'international français, et qui aujourd'hui a été complètement innocenté sur tout ça par Alors, il a été en procès, effectivement, il était accusé de viol par de nombreuses femmes. Benjamin Mendy, je parle cette fois-ci. Et ça a duré 2 ans. Ça a détruit sa vie, quoi. Ça a détruit sa vie, ça a détruit sa carrière. Et c'est vrai qu'il faut qu'on précise que quand quelqu'un est mis en examen, il est à ce stade présumé innocent. D'un autre côté, c'est vrai qu'on est dans une situation délicate, parce que quand on dit qu'effectivement une accusation de viol est une arme de destruction massive, d'un autre côté, le viol en lui-même est une arme de destruction massive contre les victimes. C'est pour ça qu'il faut, difficile. C'est pour ça qu'il faut sanctionner, présumé coupable quand on regarde bien le débat médiatique, parce qu'il y a une justice, elle est avant tout aujourd'hui, elle est médiatique. Il faudrait qu'on attende le procès et le verdict pour vous avant d'en parler. Mais c'est fondamental. Et le problème en plus, c'est que le fait que la justice ne fasse pas le travail à l'inverse après, c'est-à-dire que les personnes qui font ça, qui utilisent cette arme-là, soient poursuivies systématiquement
Quand il est démontré ensuite que l'accusation était fallacieuse. Exactement. Donc je pense que c'est fondamental parce que ça nuit au combat des femmes. Ça nuit aux femmes qui subissent réellement des viols, qui elles portent plainte et qui ont du mal justement. Mais sauf que, comment dire, ce n'est pas parce que quelqu'un par exemple est déclaré innocent qu'il ne l'a forcément pas fait. C'est juste qu'on ne pouvait pas prouver qu'il l'avait fait. Il y a beaucoup aussi d'actes qui ne seront jamais démontrés et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement difficile. Oui, mais quand vous avez un ensemble de jurys qui vous parlez de Benjamin Mendy. Par exemple, ou quand vous avez eu l'unanimité, il y a eu même l'affaire Tariq Ramadan, on a vu que parfois politiquement, quand on a envie de détruire quelqu'un politiquement... Autre affaire encore, et c'est pas fini lui, pour sa part. Et c'est l'arme aujourd'hui, malheureusement, qui est utilisée. Aux États-Unis, ça a fait ses preuves. Donc en France, c'est arrivé depuis un certain nombre d'années et il faut vraiment qu'on soit tous vigilants là-dessus. Le féminisme ne se conjuguant pas qu'au féminin, on est tous partie prenante de ça. On doit continuer ce combat-là pour que les femmes puissent libérer la parole, mais il faut aussi combattre celles qui utilisent ces armes-là pour détruire des gens. S'il y en a pour qui c'est démontré en tout cas, et en tout cas respecter la présomption d'innocence tant que la justice ne s'est pas prononcée. Un mot, Bernard Cohen-Ladol ? Non, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent, surtout et sur ces questions-là, parce que, enfin nous, quand on manifestait, c'était pour faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer. Qu'elles puissent avoir leur liberté d'avoir des enfants ou ne pas avoir d'enfants. C'était ma génération, ça, la capacité de briser cette loi du silence, parce qu'une femme qui avait été violentée, elle ne pouvait pas être crédible. Donc nous, on s'est battus, excusez-moi, je suis un peu plus vieux que vous, pour tout cela, faire en sorte... Mais aujourd'hui, il y a à la fois la nécessité d'exprimer et de lutter contre ces féminicides, cette violence faite aux filles, la liberté de penser, la liberté de travailler, la liberté de porter tel ou tel vêtement, y compris sur notre territoire national. Et puis la nécessité aussi de protéger les réputations, parce que certains utilisent aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux pour détruire des hommes et des femmes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est encore un autre aspect. Je vous propose qu'on aborde un aspect un tout petit peu plus léger, pas complètement, mais c'est dans un instant. Direction Toulouse, je le disais, cette manifestation qui n'a pas été autorisée par la préfecture. On a fini par retrouver son organisateur. Donc on va en parler dans un instant. On sera avec Jean-François Fintin, qui est président de la Confédération Le Mouvement Naturiste, qui a organisé une manifestation à vélo. Ça a été retoqué. Pourquoi voulait-il manifester ? Il nous le dira dans un instant sur Sud Radio. L'actualité, je le rappelle, dans quelques minutes, on prend la voiture. On essaie de la prendre si on en a les moyens. Est-ce qu'elle est réservée aux riches en ce soir de départ ou retour de vacances? On va en parler avec vous au 0826 300 300. Mais avant ça, direction Toulouse. Une manifestation aurait pu avoir lieu et elle n'aura pas lieu. Pourquoi? On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir plutôt, Jean-François Fintin. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes avec nous, Jean-François Fintin? Oui, j'y suis. Merci de votre invitation. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Confédération Le Mouvement Naturiste. Vous vouliez organiser une manifestation dans les rues de Toulouse à vélo. Une manifestation naturiste tout nu. Quel était son mot d'ordre et qu'est-ce que vous revendiquiez par cette manifestation? Alors, il ne s'agit pas d'une manifestation naturiste pour les naturistes, mais une manifestation éco-citoyenne qui existe dans le monde entier depuis bientôt 20 ans. On en fêtera le 20e anniversaire l'année prochaine. Ouais. En fait, le sujet, c'est en premier lieu la sécurité des cyclistes, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain. Faire habiller ça. Et comment? Alors, une de nos vraies voix disait que vous auriez pu la faire habiller, mais ça c'est autre chose. Mais allez-y, continuez. On va vous laisser vous expliquer justement. Pardon. Ça que vous êtes là. Oui. Alors cette manifestation a pour finalité, en France en tout cas, d'agir pour la sécurité, surtout en ce week-end de grand chasse-té croisé du 15 août. Donc il faut faire attention aux cyclistes qui sont sur les routes. Et un de nos slogans est « Un cycliste nu est un cycliste vu ». Les Anglais ont d'ailleurs fait un clip sur ce sujet. Mais en second lieu, nous manifestons aussi par rapport au risque pour l'humanité entière de disparaître dans le cadre des problèmes et les enjeux climat, ainsi que de biodiversité. Et puis, la paix qui est menacée, et puis, je dirais en dernier lieu, puisque du coup, on est frappé par toutes ces interdictions de manifester, pour la liberté d'expression et pour les libertés en général. Donc, en tout cas, la préfecture à Toulouse a fini par refuser l'organisation de cet événement en disant que vous auriez pu vous exposer, donc tout nu, à la vue notamment d'enfants ou de familles, et que c'était pas votre place et que vous n'aviez pas à le faire dans les rues. J'imagine que vous le regrettez?
Bien sûr, parce que cette manifestation a lieu partout dans les capitales du monde entier ou des villes moyennes, et ça suscite beaucoup d'enthousiasme, puisqu'il s'agit d'une manifestation festive et joyeuse, totalement pacifiste, et on voit les gens plutôt morts de rire que morts de peur. Oui, c'est vrai. Vous l'entendez d'ailleurs, nos vraies voix rigolent. Alors, respectueusement pour le coup, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça surprend. On pourrait être surpris de voir arriver effectivement plusieurs centaines de cyclistes. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là pour montrer votre soutien à la cause des cyclistes qui ne sont pas assez vus? Eh bien, on garde le rendez-vous, le point de rendez-vous au pont de Deim à Pont-Pertuis, donc dans la banlieue sud de Toulouse, de façon à manifester notre mécontentement quant à cette énième interdiction, parce que depuis Nantes, le départ, pas une seule étape n'a pu être réalisée. On s'aperçoit qu'il y a des ordres qui viennent d'en haut, et la défenseur des droits que j'ai sollicitée m'a laissé entendre que oui, visiblement, il s'agissait d'une mesure qui venait de très haut et qu'il s'agissait d'une mesure politique plus que juridique. Donc vous allez manifester contre l'interdiction de manifester, mais du coup vous le ferez habillé puisque vous n'avez pas le droit de le faire tout nu, quoi, c'est ça? C'est pas impossible d'être déshabillé puisque la presse sera là, vous serez là aussi. Donc je pense que voilà, à un moment donné, si on veut être entendu, il faut être vu, et pour être vu, il faut un peu marquer les esprits. Et c'est pas impossible que selon les précédentes préfectures ainsi que celle-ci de Toulouse, nous soyons verbalisés. Oui, et faites attention d'ailleurs parce que la préfecture de Toulouse a rappelé dans son communiqué de presse les peines encourues en cas d'exhibition sexuelle. Et effectivement, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a justifié son interdiction. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Et si je peux dire quelque chose, c'est que non, la simple nudité n'est plus interdite en France depuis 1994, depuis la réforme du code pénal. Et c'est un des problèmes, un des combats que nous menons également. C'est aussi votre combat d'ailleurs avec le mouvement que vous présidez, c'est important de le dire, c'est vrai. La Confédération, le mouvement naturiste. On vous réinvitera si vous le souhaitez, un jour, pour en débattre aussi, du naturisme en France. Bien. Pourquoi pas? Après tout, on en fait, c'est une pratique effectivement qui a cours en France depuis toujours. On en reparlera avec vous. En tout cas, merci d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous. Place au coup de projecteur des vraies voix dans un instant. Coup de projecteur sur l'objet chéri des Français et de Sud Radio, parce que Sud Radio aime la voiture, mais objet qui coûte de plus en plus cher. Non, pas des vêtements, Bernard Cohen-Haddad. Là, on parle de la voiture. Est-ce qu'elle est réservée aux riches? On en parle dans un instant. En ce week-end de départ ou de retour de vacances. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Oh, des melons charentais jaunes français à 99 centimes. Oh, j'adore. Laisse faire la peau, je te les choisis. Faut qu'ils sentent bon. Faut qu'ils soient un petit peu... Merci, mais j'ai une autre méthode. Je dis au primeur, vous pourriez me choisir un de ces beaux melons à 99 centimes? Et il m'en donne un parfait. Oh, la tricheuse. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 11 au 13 août, catégorie 1, calibre 750-975 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Détendez-vous, c'est les vacances. Vous êtes sur la route, vous rechargez votre voiture électrique à une borne Engie Vianeo. Il y en a plus de 400. Les prix sont clairement affichés. La recharge est rapide. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Vous êtes bien. Venez faire le plein de sérénité. Avec Engie Vianeo, la route des vacances, c'est déjà les vacances. Plus d'infos sur engie-vianeo.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. À tous ceux qui, petits, fabriquaient des sarbacanes avec les stylos pour viser les profs. Mais c'est pas moi, monsieur, c'est Joris. À ceux qui s'amusaient à mettre leurs doigts entre les crochets du classeur sans se pincer, mais qui se pinçaient quand même. Et à ceux qui gardaient les confettis de la perforeuse pour les jeter sur les copains. En ce moment, Intermarché offre 50% de remise immédiate sur une sélection de fournitures scolaires. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, la remise s'applique lors du passage en caisse. Modalité sur intermarché.com. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Rost, Nadir Kaya et Bernard Cohen-Haddad jusqu'à 19h. Tiens, autour de la table, qui a une voiture ? Ou qui utilise la voiture? J'utilise une voiture. Moi, je suis très voiture, donc... Tous les trois. J'ai aussi un 2 roues et quand je peux, c'est le 2 roues. Exactement. Je suis motard d'abord. Vous êtes plutôt motard. Mais écoutez, on va parler de la voiture. Est-ce que vous vous considérez comme riches tous les trois? Certainement pas. Du tout. Certainement pas. Mais écoutez, en tout cas, on va se poser la question, est-ce que la voiture... Il y a débat. Est-ce que la voiture est réservée aux riches? Justement, vous êtes nombreux en voiture ce soir, soit à rentrer de vacances, c'est un peu triste, soit à y aller. Et on vous y encourage. Est-ce que la voiture est réservée aux riches? On en débat tout de suite. Les
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec Yves Cara. Bonsoir à vous Yves Cara. Bonsoir. Porte-parole du Mobilité Club France. Je le disais, la voiture a quand même tendance à coûter de plus en plus cher. Prenons juste un chiffre qui avait concerné les années 2020-2022. La hausse moyenne du prix des voitures neuves était de près de 20%. La voiture coûte cher. Si elle s'électrifie, elle devient encore plus chère. Est-ce que demain, il n'y aura que des riches qui rouleront à 4 roues ? Alors, ce qu'il faut voir effectivement, et vous l'avez dit, c'est que les voitures neuves et d'occasion ont beaucoup augmenté ces 3-4 dernières années. Donc en fait, quand on va acheter une voiture, on a un budget. Et il y a 3-4 ans, en fonction de ce budget, on avait une voiture qui avait peut-être peu de kilométrage et puis elle était peut-être un petit peu plus grosse. Avec le même budget aujourd'hui, elle est plus petite, elle a plus de kilométrage, donc on peut dire oui, la trajectoire est pas bonne, on se paupérise au niveau de la voiture parce que le parc français vieillit. Et donc, oui, d'une certaine façon, la trajectoire nous emmène vers, en tout cas pour avoir des voitures avec toutes les aides à la conduite, vers des gens qui ont vraiment les moyens, parce qu'une bonne voiture à 30-40 000 euros, c'est quand même de l'argent. C'est énormément d'argent, on en parle beaucoup d'ailleurs. On a constaté quand même une baisse du pouvoir d'achat, ça s'est mesuré cette semaine avec une baisse historique d'après l'INSEE des dépenses alimentaires des Français. Donc effectivement, on a moins d'argent à mettre dans sa voiture. Ça va pas s'arranger, on est d'accord Yves Cara ? Ça va pas s'arranger. Allez, on va pas vendre du désespoir, vendons de l'espoir. Après, juste une petite parenthèse. Je voudrais rappeler que si on est dans cette situation, c'est parce que des députés européens ont cru avoir une excellente idée en interdisant la vente de moteurs thermiques en 2035. Donc ça a complètement bousculé un marché, ça va rien apporter ou quasiment rien à la planète. Et malheureusement, on en est là. Donc cette paupérisation, c'est de leur faute. Alors, en quoi ça ne va rien rapporter à la planète de laisser tomber le moteur thermique ? Après tout, il est prouvé que l'essence ou le diesel émettent des gaz à effet de serre. Alors, vous l'avez justement dit, c'est l'essence et le diesel, le pétrole. S'ils avaient dit, bon écoutez, dans les 20-30 ans, on va se passer du pétrole. Alors, on réunit tous les ingénieurs, comment est-ce qu'on fait ? Biodiesel, biocarburant, hydrogène, batterie, pourquoi pas, bioéthanol, ça marche aussi. Et là, on réduisait considérablement, voire presque plus du tout la pollution. Et en plus, on avait à peu près la même mobilité sans être obligé de reconstruire complètement un parc automobile et puis de confier surtout toute notre industrie aux Chinois. Donc ça aurait été intelligent et ça aurait été vraiment très efficace pour la planète. Tiens, on va vous faire une liste de courses avec vous. On va vous demander des bons conseils. Comment faire pour acheter une voiture pas chère qui tienne quand même la route et qui a le droit de rouler à peu près partout ? Parce que ça, c'est un autre aspect du débat. Yves Cara, vous allez nous le dire dans un instant. Avant ça, tiens, Nadir Kaya, vous avez fait une réflexion intéressante. Vous avez dit, j'ai une voiture, mais je me déplace le plus possible à 2 roues. C'est parce que vous vivez en ville et qu'il est plus pratique pour vous de vous déplacer à 2 roues. Oui, surtout quand on est banlieusard et qu'on souhaite aller sur Paris ou même en proche banlieue. Vu les embouteillages et le nombre de voitures aujourd'hui... Les banlieusards de Marseille et de Toulouse vous confirmeront avoir la même impression. Oui, et puis le chiffre augmente aussi. Il y a de plus en plus de Français qui utilisent aussi la moto ou le 2 roues. On le voit aussi avec les trottinettes, le vélo. Moi, je dirais pas qu'il faut être riche. Je dirais que simplement, ça nous coûte de plus en plus cher. Et malheureusement, ça déséquilibre notre budget classique, loyer, alimentation. Et on va en pâtir à un moment donné. C'est pour ça que je le disais. Aujourd'hui, rouler convenablement avec une voiture correcte, comme le disait le monsieur, c'est difficile parce que tout a augmenté. Ça, c'est aussi l'après-Covid. On l'a vu avec l'après-Covid. Ça a commencé comme ça. Vous avez des voitures qui sont d'occasion, qui sont anciennes, qui coûtent extrêmement cher, qui n'étaient pas le prix qu'elles pouvaient avoir ou qu'on pouvait demander il y a 2-3 ans. La vie, en général, est de plus en plus chère. Donc, quand on a déjà un budget restreint, quand on est déjà dans une situation assez particulière, c'est compliqué et ça va l'être encore plus. Aujourd'hui, au-delà de ce débat, le gouvernement doit agir. On le voit aussi avec l'augmentation des carburants. On est repassé, je crois, pour le diesel pas loin du 2 € et même pour certaines stations un peu plus. Donc à un moment donné, là aussi, il va falloir stabiliser la situation et la régler définitivement parce qu'on peut pas à chaque fois monter les prix, les descendre, les monter. Et puis en général, même si on les monte, on les redescend un petit peu. Mais quand on regarde bien in fine, tout a augmenté. C'est un peu comme l'alimentaire. Donc à un moment donné, il va falloir que le gouvernement agisse et c'est sur ces réalités du quotidien qu'il faut réagir et non pas avoir des débats stériles ou utopiques, mais sur le pouvoir d'achat, là, c'est une réalité qui est violente. Tiens, 0826 300 300, vous n'avez plus les moyens de rouler en voiture ou de vous en procurer une, vous prenez la parole sur Sud Radio. Yves Cara, quand je parle du 2 roues utilisé le plus possible par notre ami Nadir Kaya, ça rentre aussi dans notre débat sur le fait que la voiture sera réservée aux riches. C'est qu'il y a des zones où on pourra plus se déplacer en voiture, où c'est de moins en moins pratique parce qu'il y a des bouchons
bouchons. Et donc, si on a encore une voiture, c'est qu'on l'a pour la période en dehors de nos périodes de travail, donc pour nos vacances. Donc, on est riche si on a un véhicule qui coûte cher seulement pour nos vacances ou seulement pour nos escapades à la campagne. On est riche, je ne sais pas, en tout cas, on y consacre de plus en plus d'argent. Mais vous savez, vous avez parlé de la ville. Il faut bien sûr le véhicule pour pouvoir y circuler. Maintenant, si vous allez par exemple, puisqu'on parle d'Île-de-France du côté de Clichy, j'y vais souvent, il n'y a pas une voiture sur deux qui a une vignette critère pour l'instant. Pas une. Et si vous regardez en Île-de-France, il y a très peu de gens qui déjà l'ont, le savent et qui ont l'intention de la prendre. Donc là, c'est un autre débat. Donc il faut déjà le véhicule pour entrer en ville. Et puis, il faut circuler avec tous les bouchons. Et il faut se garer. Parce qu'en ce moment, c'est la chasse aussi aux places de parking. On rappelle que la mairie de Paris, pour ne citer qu'elle, a prévu au cours de, de son mandat de 6 ans de supprimer la moitié des places de parking existantes dans Paris. Je vais vous dire, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'on propose à côté ? Voilà. L'alternative, on propose juste d'aller vous faire voir ailleurs et de venir dans Paris. Mais une fois qu'on a dit ça... À la limite, enlever des places de parking, faire moins de place pour la voiture à l'intérieur, pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on demande à Mobilité Club France et Automobile Club Association avant, parce que c'est la même chose, on a changé de nom depuis des années, ce sont des parkings relais, des transports en commun qui soient sûrs, qui soient réguliers, qui soient pas trop chers, qui soient de midi à minuit, enfin, l'utopie, quoi. C'est pas possible. Ouais, une utopie, d'autant plus que quand on écoute le parcours semé d'embûches dont vous nous parlez, avant, on s'est quand même ruiné pour l'acheter, la voiture neuve. Donc si en plus on a beaucoup de mal à s'en servir, ça va pas s'arranger. Rost, pourtant vous êtes un fan absolu de voiture. Oui, parce que moi, j'estime que c'est un objet de liberté. Vous avez envie de vous évader, vous évadez. Vous avez des gens qui vivent dans les zones rurales qui n'ont d'autre choix que de se déplacer avec leur voiture et les coûts ont explosé. Il y a quelque chose qui m'a fait bondir là il y a quelques instants dans ce qu'il dit, mais sur virer les places de parking. Virer l'entrée des voitures sur Paris, c'est très bien, mais il faut le faire après avoir amélioré les transports en commun. Mais parce que c'est une punition aujourd'hui pour les gens qui vivent en banlieue. Les gens qui vivent loin de Paris, intramuros, c'est une souffrance. C'est une souffrance, mais tant financière que physique, que psychologique. Quand vous passez tout ce temps-là dans la voiture avec les mesures que la mairesse de Paris a prises et les conséquences que ça a, quand vous vous levez le matin pour aller au travail et que vous travaillez sur Paris et que vous n'avez pas encore vous n'avez pas les transports, il y a tout le temps des problèmes, il y a des lignes de RER, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà pris la ligne 13 ? Prenez la ligne 13 déjà, c'est une catastrophe absolue. C'est ma ligne. Vous parlez d'une ligne, d'ailleurs je précise, parce que tout le monde ne connaît pas le plan du métro de Paris, de tous ceux qui écoutent Sud Radio, c'est une ligne qui dessert le nord et le sud de la ville en passant par le centre. C'est une catastrophe, et puis vous avez tout le temps souvent, donc vous préférez la voiture, le métro, mais c'est pareil, c'est une cata. Ils ont fait les choses à l'envers. On a compris, en tout cas, ce point de vue-là, Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais moi je suis pour l'utilisation de la voiture, y compris thermique dans les villes. Je suis contre les ZFE, les zones sont des zones de paupérisation d'une partie des habitants des régions, puisque ça a été bien dit par Rost, on n'a pas trouvé de moyens de remplacement. Donc on est en train de pénaliser un certain nombre de publics, on ne trouve pas de moyens de substitution. On n'a pas développé ce que j'appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité de prendre sa voiture à un endroit, de la laisser, de prendre des transports en commun, de prendre un vélo, voire du free floating. Donc on voit bien qu'on est face à des oukases où on a décidé de se rayer de la carte d'un certain nombre de villes des véhicules, sans solution différente. Ce que je regrette, moi, c'est effectivement l'absence de dialogue là-dessus. Parce qu'on voit bien que ça pénalise aussi nos entrepreneurs. Vous avez des entrepreneurs qui peuvent rentrer dans Paris avec des véhicules lourds uniquement le dimanche, parce qu'en semaine, ils ne peuvent pas rentrer puisque c'est fermé un certain nombre de vignettes. Ça a été rappelé par monsieur. Vous savez qu'aujourd'hui, les vignettes 3, elles seront interdites des zones à faible émission, qu'on est sur Paris, et je ne veux pas tirer sur monsieur Béliard, je laisse madame Hidalgo tranquille, c'est des zones de trafic limité, donc on n'a pas le droit d'aller ici, on n'a pas le droit d'aller là, on n'a pas le droit de se déplacer. Tout le monde ne peut pas prendre la trottinette ou le vélo.
électrique, apparemment, ça pose pas de problème au niveau de l'énergie, même si ça fait, au niveau, de la réflexion, une étonnante difficulté. Et puis moi, je suis pour le développement, ce qu'on appelle les biocarburants, les carburants de synthèse. Ça fait partie d'un débat de société. Mais interdire et pénaliser ceux qui aujourd'hui ont besoin de se déplacer dans des zones où il n'y a pas d'autre accès que le véhicule, la voiture, y compris, je le redis, à des personnes seules, des familles monoparentales, les familles en situation de handicap et les personnes, quand vous travaillez, je termine là Jean-Marie, dans des métiers en tension, que vous sortez de votre métier à 23h à Paris, que vous habitez le fin fond des Yvelines ou de la Seine-et-Marne, vous rentrez comment si ce n'est pas en véhicule ? Effectivement, c'est compliqué. Et pourtant, malgré tout, l'intermodalité, donc la connexion de tous les moyens de transport différents, elle n'est pas extrêmement développée, même si c'est un de vos chevaux de bataille, Yves Cara, au Mobilité Club France. Oui, complètement. Nous, on est pour un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures. On est pour toute la mobilité, vélo, trottinette et autres. Mais bon, faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est encore 80% la voiture. Donc, ça a bien été dit. On a fait les choses à l'envers. On a d'abord interdit et sans rien proposer d'autre. Donc, c'est juste pas possible. Donc, une fois qu'on a dit ça, Yves Cara, moins de voitures, mais mieux de voitures. Comment on fait en sorte que ce soit pas plus cher ? Soit pas plus cher. On la partage. L'autopartage, le covoiturage, je vois pas comment on peut faire autrement. C'est dommage que le covoiturage, d'ailleurs, ne puisse pas se développer assez rapidement pour vraiment résoudre le problème des villes. Hein, Est-ce que c'est vraiment un réflexe qui existe ? Oui, ça se développe petit à petit, ça vient. Vous savez, le problème, c'est entre 8 et 10, c'est grosso modo 18 et 20, le plus gros des bouchons. Donc, si on arrive un petit peu à je sais pas, avec alors, c'est compliqué parce qu'il y a aussi des réflexes sociaux qui font qu'on est bien dans sa voiture, on a envie d'être tout seul et on est peinard et c'est son sens de décompression avant et après le travail. Donc, ce covoiturage, si vraiment il se développe et qu'on y arrive, ce sera un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures, et puis on peut peut-être faire des bonnes rencontres et rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Oui, mais enfin, c'est pas interdit de le faire aussi dans le métro, dans ce cas-là. À quoi bon mettre 30 000 euros dans le métro, vous ne faites pas des rencontres, c'est fini, vous n'avez pas trop de temps de discuter, oui, mais pardon. Du copain et tout ça. À quoi bon acheter tout seul et très cher sa voiture, alors même qu'on fait du covoiturage et donc on a l'impression d'être dans les transports en commun. Oui, mais il y a l'entretien aussi, excusez-moi, il y a l'entretien qu'il faut. Ce qui manque, comme le disait, il faut du dialogue, il faut du partage de connaissances et d'expériences, mais il faut aussi une vision au niveau de l'urbanisme. Il faut repenser la France dans sa globalité. Il faut arrêter de faire des villes comme ça, des méga-villes comme ça, hyper denses. Et après, on peut parler au cas par cas de sujets, notamment sur les voitures, sur le transport. Et dès l'instant où on parle de ce sujet, sans parler de l'urbanisme et de repenser la France, on pourra continuer comme ça, à opposer les uns les autres, les pro-vélos, les anti-vélos, les écologistes. On n'y arrivera pas. Il faut repenser la France, il faut repenser nos villes, c'est un travail de fond. Mais ça coûte plus cher que taxer une voiture, pour le coup. Absolument. La réflexion, c'est pas si cher que ça, c'est simplement la volonté qui est intéressante. Parlons maintenant un petit peu des vacances, parce que c'est important de le souligner aussi. Vous êtes le Mobilité Club France, donc toutes les mobilités, d'ailleurs vous représentez pas seulement les automobilistes, Yves Cara. À quoi est réservée aujourd'hui la voiture en termes d'usage ? Et parlons notamment dans les vacances. Qui part en vacances en voiture et qui part plutôt en train ? Qui part en vacances et plutôt en train. Alors vous savez, avec un partenaire, je fais 6000 km à peu près chaque mois de juillet depuis 6-7 ans, donc les Français, je les vois bien, je discute beaucoup avec eux. D'abord, quand on est en famille avec des enfants en bas âge, franchement, partir en train, chapeau, c'est Koh-Lanta. Il vaut mieux partir en voiture et mettre la poussette et tout ça. Oui, enfin, papa, maman, quand est-ce qu'on arrive, c'est aussi Koh-Lanta par moment. Non, ça c'est pas grave parce que vous pouvez vous arrêter tranquillement, machin. Alors que dans le train, c'est quand même autre chose. Donc, mais là, et en plus, c'est très cher. Si vous quand même payez les places. Puis les voisins de cabine vous remercieront. Oui, et puis de toute façon, quand on est arrivé, il faut quand même une voiture pour aller normalement, soit au camping, soit. Enfin, voilà. Donc la voiture est réservée effectivement à ça. Vous savez, grosso modo, il y a tous ceux qui travaillent avec leur voiture aussi. Et tous ceux qui travaillent avec les voitures. Mais là, on parle des vacances. Grosso modo, en France, on se déplace, mais c'est historique depuis des dizaines d'années, de 500 km au sud. Alors peut-être un petit peu plus à l'ouest avec le réchauffement du côté de la Bretagne et peut-être un petit peu plus du côté de la Côte d'Opale, parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit peu moins de monde dans le sud-est, mais grosso modo, on en est là. Donc ceux qui prennent la voiture, des familles, des Français, pas du CSP++, qui ont pris l'avion peut-être pour aller à l'étranger, et ils visitent la France, et c'est très très bien. Et ils ne prennent pas que l'autoroute, mais aussi les petites routes secondaires, et ils en profitent. J'ai beaucoup rencontré de gens comme ça, et c'est pas mal. Et je voudrais dire une chose justement, en 30 secondes, au sujet des bornes électriques. Pendant tout l'été, les bornes de recharge.
bornes de recharge électrique. Qu'est-ce qu'on voit pendant tout l'été? Et je les ai vus sur les aires d'autoroute, parce que toutes les aires d'autoroute sont équipées de bornes de recharge. Il y a plus de la moitié d'étrangers qui rechargent en France. Plus de la moitié d'étrangers. Donc quand on va penser le système de bornes de recharge en France, il faudra penser aussi aux étrangers qui traversent la France. Il faudra le surdimensionner pour juste 2 mois d'année, voilà, de l'été. Voilà, il faudra y penser à ça. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, écoute, c'est signe aussi qu'on attire beaucoup de touristes. Et ça, faut le rappeler. Première destination touristique mondiale. 90 millions. Probablement en Europe. C'est important de le souligner. Prenons un petit peu de hauteur de vue aussi, parce qu'on dit que la voiture coûte de plus en plus cher. J'ai rappelé cette augmentation faramineuse avec le Covid, 20% d'augmentation en 2020-2022 du prix de la voiture neuve. Rien que pour cette période et celle-là. Le train coûte plus cher aussi. Pour preuve, cette semaine, discrètement, la SNCF a ouvert mardi dernier la possibilité de payer votre billet de train en 3 fois. C'est la preuve aussi qu'il n'y a pas que la voiture qui coûte de plus en plus cher, Yves Cara. Vous vous rendez compte où on en est? On en est là maintenant. Et le train est subventionné, je le rappelle. Vous faites un Paris-Biarritz, en avion, c'est moins cher qu'en train. Voilà, il y a eu des calculs qui ont été faits suivant les horaires, suivant tout ça. Merci pour la planète. Non, mais... Et l'avion pollue plus. Vous savez, l'avion, la dernière fois que j'ai pris l'avion, maintenant les pilotes disent combien de litres de carburant ont été consommés par passager. C'est pas si important que ça. Donc vous voyez, il faut mettre en corrélation entre le nombre de personnes déplacées et le carburant dépensé. Mais oui, il faut repenser un petit peu cette mobilité en général. Mais il y a quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est que la voiture, ça a été la solution à la désindustrialisation de la France et à l'étalement urbain. Si on n'a pas la voiture, on ne peut pas le faire. Donc ça a été la solution. Il y a 40 ans, on faisait moins de 10 km pour aller à son travail. Aujourd'hui, on en fait plus de 30. La voiture, c'est une solution, pas un problème. Maintenant, il y en a qui veulent faire croire que c'est un problème. Il faut la faire évoluer, on est d'accord. Mais c'est d'abord une solution. Effectivement, et les distances ont changé. On va peut-être terminer par quelques conseils de prévention. C'est aussi pour ça que vous êtes là, Yves Cara. Des dizaines de milliers de Français seront sur la route et prendront la route dès ce soir, soit pour rentrer, soit pour partir. Quelles sont les consignes ? Déjà, une très bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juillet, il y a eu 10% d'accidents en moins et de morts en moins sur les routes. Donc ça, c'est très très bien. Ouais, on ne sait pas exactement. Alors, pas en Outre-mer. En Outre-mer, plus 8%, mais en tout cas, en métropole, c'est déjà ça. Les conseils, franchement, prenez votre temps pour rouler. N'hésitez pas à vous arrêter. On dit toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, c'est trop. Non, c'est bien, toutes les 2 heures, on prend le temps, on se décontracte. L'attention reste quand même constante. Et puis, voilà, le trajet doit faire partie des vacances, déjà. Alors, c'est facile à dire, mais ça doit être un petit peu... On est pressé d'arriver, pourtant. Oui, pour d'abord arriver et pas arriver trop tard ou quelques semaines après parce qu'on a eu un souci. Exactement. On avait eu pourtant quelques enseignements qui montraient que l'incivilité au volant sur les autoroutes avait tendance à augmenter et que d'ailleurs la mortalité avait augmenté sur les autoroutes. Comment ça s'expliquait ? Oui, alors ça, on a été vraiment surpris, tous très choqués de ces 43% de morts en plus, effectivement, en 2022. Ça prouve d'abord qu'en sécurité routière, c'est jamais gagné, rien n'est acquis, et que sur les autoroutes, le problème n'a pas été la vitesse, ni l'endormissement, mais la drogue, l'alcool et les médicaments. Souvent le cocktail d'ailleurs au moins 2 de ces 3. Donc c'est un problème qui arrive depuis quelques années. Quand je discute avec des policiers et des gendarmes, ils disaient, vous savez, la drogue qui arrive, les stupéfiants, ça va être un problème. Et ben voilà, on y est, c'est un problème. Et c'est pas les radars qui vont contrôler si vous avez pris de la drogue, ce sont des contrôles routiers que l'on demande, qu'il y en ait plus. Comme ça, il y aura moins d'accidents et moins de morts, moins de blessés. On sera tous très contents. Et on va reprendre l'habitude de souffler dans le ballon, en tout cas y compris sur l'autoroute. C'est probablement nécessaire, en tout cas, Rost. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a pas photo. La question de la drogue au volant aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Et contre lequel il va falloir lutter. L'alcool et la drogue, c'est parce qu'on nous a bassinés pendant des décennies là avec la question de la vitesse, mais c'est pas que ça. Donc il faut s'attaquer. Alors imaginez en plus sur l'autoroute, enfin la drogue plus la vitesse à 130 km/h, limitation maximale. On imagine évidemment les dégâts. Merci à vous, Yves Cara. Avec grand plaisir et merci. Porte-parole du Mobilité Club France. En tout cas, bon courage à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Nous sommes vendredi soir, vous êtes peut-être en train de rentrer ou alors en train d'arriver. Si vous avez pris de l'avance, n'oubliez pas, soyez prudents, reposez-vous sur l'autoroute. Toutes les 2 heures, faites une pause à l'aire d'autoroute, allez boire un verre d'eau, ne serait-ce que ça fait toujours du bien, un peu d'eau fraîche sur le visage et respectez surtout les distances. Et puis pareil, le soleil finira bien par se coucher, c'est le pire sur l'autoroute. Ne restez pas en plein phare quand vous croisez
croiser des gens, c'est exaspérant. Pitié. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va essayer de se détendre. Non pas à une aire d'autoroute, on va vous emmener visiter un château, le château de Montgeoffroy, avec des nocturnes qui sont très sympathiques à découvrir. C'est dans un instant dans Les Vraies Voix. Dernière ligne droite et dernière escale pour Les Vraies Voix de l'été sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h, toujours avec Bernard Cohen-Haddad, Nadir Kaya et Rost. Tout de suite, on visite un château. Chaque soir, on essaye de vous proposer une sortie culturelle. Il y en a une qui est possible ce soir. Direction le château de Montgeoffroy. Bonsoir à vous, Jérôme Boulidard. Bonsoir. Vous êtes le responsable et régisseur du château de Montgeoffroy. Première question, où est-ce qu'on est sur la carte de France ? Alors sur la carte de France, on se situe en Anjou, donc à 1h30 de Paris en TGV. Entre Nantes et Paris, tout simplement. Voilà. C'est de la ville d'Angers, la première. Pas très loin de la Loire. France où il fait bon vivre sur les bords de Loire, effectivement. On sent que vous vous y sentez bien. Pourquoi nous avons-vous invité Jérôme Boulidard, responsable et régisseur du château de Montgeoffroy? C'est parce que vous organisez en ce moment, et notamment ce soir, des nocturnes. On peut visiter le château ce soir. Qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors on va y découvrir un intérieur 18e qui a conservé, et c'est la particularité du château de Montgeoffroy, son mobilier d'origine qui a été spécialement conçu au moment de la construction. C'est rare. Et c'est très rare d'avoir cette unité encore qui a traversé le temps, la Révolution, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a encore 80% du mobilier d'origine. Et on découvre tout ça, la particularité des nocturnes, c'est qu'on découvre tout ça à la lueur dans les conditions, c'est une vraie immersion comme au 18e, à la lueur des bougies. Donc pas de lampe, des bougies. Pas de lumière artificielle, juste des bougies, oui. Et ce qui donne un cachet complètement différent. Donc on peut le visiter, c'est une visite en fait, mais aux chandelles en quelque sorte. Voilà, c'est une visite aux chandelles libres, donc les visiteurs déambulent sur toutes les pièces du rez-de-chaussée et sont interpellés par des figurants en costume d'époque qui jouent les membres de la famille et qui ont hâte et sont impatients de leur faire découvrir leur domaine. Ah oui, donc on vit en plein flashback en quelque sorte. On est à quelle époque ? On est fin 18e, fin 1776, à la fin de la construction du château. Et ils l'ont fini en 1776, c'est ça ? Voilà, tout à fait, ouais. Mais ils ont bien fait de le faire à ce moment-là. 20 ans plus tard, c'était plus compliqué, on est d'accord ? C'était plus compliqué, oui. C'est un des derniers châteaux qui a été construit en Anjou à l'époque. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas été détruit pendant la période de la Grande Peur, ou alors que son mobilier n'ait pas été dispersé ? Il y a plusieurs raisons convergentes. Le maréchal de Contat qui a pu construire le château, qui était maréchal de France, est resté à Montgeoffroy pour protéger son domaine, et il a été aidé par son petit-fils légitime qui était Marie-Jean Hérault de Séchelles et qui était proche de Danton. Oui, qui était proche de Danton, donc il a été protégé. Voilà. Et il n'a pas été inquiété à la chute de Danton, on est d'accord ? Non, non, du tout. Décrivez-le-moi, ce château, parce qu'on n'a pas d'image, on est à la radio. Tous ceux qui vous écoutent ont envie de savoir à quoi il ressemble. Ce château, il est construit à une pierre spécifique qui est le tuffeau, qui est la pierre locale, donc qu'on allait chercher dans les caves, qui sont aujourd'hui des troglodytes. Et c'est une immense bâtisse de 3 étages, avec un intérieur 18e. Il est vraiment resté dans son jus encore aujourd'hui. Des restaurations ont été faites ces dernières années, avec des tissus de chez Carfrey et Braconnay pour habiller chaque pièce. Et vous avez toute l'ingénierie et toute la modernité du mobilier de l'époque, en fait. C'est magnifique, hein. Plus le tuffeau, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la pierre crayeuse presque des châteaux de la Loire, et c'est absolument magnifique. Vous êtes dans un univers magnifique. Quelle est la vue ? Pardon ? Quelle est la vue depuis le château ? Alors depuis la vue, on est au contact de la vallée de l'Authion, donc on a la Loire qui est à 8 km devant nous, et on est sur un petit mont, d'où le nom de Montgeoffroy, et on domine toute la vallée de l'Authion, donc on a un panorama très verdoyant autour de nous, sur un environnement très sympa. Oh, c'est une belle visite guidée qu'on fait. Qui a envie de partir, tiens ? Non, moi j'avais une question tout simplement, parce qu'en général, les châteaux sont accompagnés de jolis jardins. Est-ce que c'est le cas là chez vous ? Oui, on a un parc de 35 hectares intramuros, si vous voulez, avec notamment un des derniers parcs en étoile construits, édité au moment de la construction du château, qui est encore existant aujourd'hui avec les platanes qui sont centenaires, plus une partie jardin à la française avec les grandes pelouses, les buis comme classique. Ouais, toutes les cases sont cochées ou presque. Hein. Vous auriez presque pu être un agent immobilier, vous savez, Jérôme Boulidard. C'est une magnifique visite que vous nous faites. En reconversion. Exactement, si vous avez assez de châteaux. Exactement. En tout cas, c'est magnifique. Comment on fait pour visiter le château ? Alors, pour les nocturnes, donc c'est les vendredis jusqu'à la semaine prochaine, donc de 20h à 22h, en sachant que la semaine prochaine, nous aurons un ensemble philharmonique qui sera présent de d'Angers, l'orchestre Sinfonia, pour faire une visite au son de la musique baroque française, italienne, allemande et anglaise.
Et après, en journée, le château est ouvert tous les jours à la visite de 10h à midi et de 14h à 18h. Eh bien, si vous passez dans l'Anjou pour vos vacances ou même pour le temps d'une escale, passez donc par le château de Montgeoffroy. Merci beaucoup, Jérôme Bolida. Merci à vous. Vous avez eu des vacances ou pas, puisque là, vous accueillez les vacanciers? Non, on est en pleine saison. Les vacances, c'est en arrière-saison. C'est quand pour vous? Ça sera en janvier, là. Bon, bah écoutez, tenez bon. En tout cas, on sent que vous aimez ça. Et gardez votre passion. On a une grosse programmation qui nous attend pour l'arrière-saison. Donc, on est sur les starting blocks. Bah écoutez, formidable. En tout cas, vous voyez, il y a une partie de la France qui vit en décalage horaire. Ou en tout cas, en décalage annuel. C'est votre cas. Bon courage, Jérôme Bolida. Et belle nocturne. En tout cas, c'est gentil. Dans le château de Montgeoffroy, responsable et régisseur du château de Montgeoffroy. C'est beau d'entendre la passion comme ça, quand même. Ah, mais c'est. Moi, j'avais été visiter le fameux château à Dijon. Ouais. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte l'histoire de cette manière-là, vous êtes tellement plongé dedans que... Immergé. Mais oui, mais c'est passionnant. Puis la France a un patrimoine... C'est le patrimoine français. La France a un patrimoine exceptionnel. On n'a pas tout cassé à la Révolution, notamment ni pendant les différentes guerres. Malheureusement, il y a des châteaux et des demeures qui sont encore abandonnés aujourd'hui et qui n'ont pas de financement. Sauver le patrimoine, en tout cas. Merci à tous les trois d'être intervenus. Merci, Jean-Marie. Dans Les Vraies Voix ce soir. Bernard Cohen-Haddad, chef d'entreprise, président du think tank Étienne Marcel, Rust, artiste, réalisateur et fondateur de Banlieues Actives, et Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers aussi, important de le rappeler. Belle soirée à l'écoute de Sud Radio. On était content de visiter un château. On vous propose de visiter un domaine dans quelques instants, direction l'Hérault, où on va retrouver l'ami Gérard Klein dans sa DS jaune sur les routes de l'été, en compagnie de Antoine Mazer. Il vous emmène à Montagnac, dans un domaine magnifique. On va parler vignoble, viticulture, et on va vous faire goûter des huîtres de l'Étang de Thau. Elles sont délicieuses, vous verrez, c'est dans un instant, juste après les infos de 19h.